Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 15e conférence Regard, une conférence où on cherche chaque fois à apporter des éléments de réflexion sur des sujets d'actualité. Ce soir, donc, c'est sur l'innovation dans l'entreprise, après une conférence qu'on a vue il y a 3 mois, qui était une conférence de Jean Livreau sur toutes les dynamiques territoriales. Alors l'innovation dans l'entreprise, l'innovation, la transformation, ce sont des sujets qu'on évoque très régulièrement dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations. Ce sont des thèmes d'autant plus d'actualité qu'on est dans un contexte où ça va très vite et où les progrès sont très rapides. Donc on évoque souvent ces sujets d'innovation, de transformation. L'innovation, c'est souvent aussi une des clés qu'on avance comme une des clés de succès pour les entreprises. Et très souvent, donc, on souligne les capacités à innover comme un élément important de réussite d'une entreprise. Et innovation, c'est aussi une dimension plurielle. Alors, bien sûr, on pense souvent à innovation technologique, mais c'est aussi l'innovation dans les modèles économiques. Et ce qui s'est passé depuis quelques temps nous montre qu'il y a encore beaucoup à faire sur les modèles économiques. C'est bien sûr l'innovation commerciale, qui est un modèle de distribution, mais c'est aussi l'innovation sociale, avec des modes d'organisation, des changements de mode relationnel. Donc, elle couvre différentes facettes. Et donc, on a souhaité... pour mieux comprendre tout ce qui est derrière l'innovation et la transformation, donc accueillir Jean-Philippe. Jean-Philippe, donc, alors il est difficile de l'écrire parce que c'est à la fois un entrepreneur, c'est un créateur, c'est un dirigeant, c'est aussi un formateur, puisque j'ai eu la chance de le voir comme maître de stage, donc oui, n'est-ce pas, Jean, pendant quelques semaines, donc j'en garde un excellent souvenir. Et puis Jean, c'est aussi quelqu'un qu'on peut définir par son état d'esprit. C'est un enthousiaste, c'est un optimiste résolu, c'est un fonceur, c'est aussi un propulseur d'idées, et je crois qu'il aime bien ce terme propulseur. Il a d'ailleurs retenu dans sa dernière entreprise. Alors Jean, il a beaucoup œuvré dans sa première partie de carrière en Afrique, dans des coopératives rurales. Puis après, il a œuvré donc, comme directeur général de la Caisse de Pyrénées-Gascogne. Il a aussi œuvré comme président de Bancoa, qui est une banque basque. Il faut oser diriger une banque basque, Jean, donc bravo. Mais il l'a fait avec sans parler l'espagnol, sans parler le basque en plus. Mais il a été appris à le parler, donc c'est bon. Mais une très 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 belle banque à Saint-Sébastien, donc dans un cadre magique d'ailleurs. Et puis Jean, il a aussi donc créé il y a quelques mois Octus, là encore pour propulser et les idées et les talents. Et puis, avec tout ça, il a encore le temps d'écrire. Et il a écrit un ouvrage dont je ne résiste pas à l'envie de vous donner le nom, qui s'appelle « L'innovation joyeuse ». Parce que, je crois, la joie, l'enthousiasme, c'est une des caractéristiques de Jean. L'innovation joyeuse ou l'allégresse du calamar. Alors, j'ai toujours pas complètement compris pourquoi l'allégresse du calamar, mais il nous l'expliquera sûrement dans la soirée, si on a 5 minutes sur le sujet. Donc, je vous propose de l'applaudir pour l'accueillir. Donc, et voilà, écoutez, bravo. Un très grand merci, Jean-Yves, et merci de m'accueillir aujourd'hui à Saint-Brieuc. Alors je me dis, le sujet, c'est les clés de l'innovation. Le thème, déjà le titre est bien prétentieux, parce que qui peut dire aujourd'hui qu'il détient toutes les clés de l'innovation? Personne. Donc je vais simplement vous donner quelques regards à partir de mon expérience et de ma vision du sujet. Et puis je trouve que c'est particulièrement prétentieux de venir en parler au Crédit Agricole de Côte d'Armor, qui fait partie vraiment des caisses les plus innovantes. Moi, je suis venu il y a quelques mois ici. J'ai vu ce que vous faisiez, la caisse régionale. J'ai vu ce que vous faisiez en coopération avec d'autres acteurs. J'ai vraiment été bluffé. Et je me suis dit en partant, je pense que c'est pas possible chez nous, ça. Et tout ce que vous faites pour la création d'entreprises, et je sais qu'il y a d'autres projets ici même, d'un village de l'innovation, c'est remarquable. Donc, j'attaque avec beaucoup d'humilité cette présentation en raison de cette reconnaissance forte que j'ai pour tout ce que fait cette caisse régionale et pour l'esprit d'entreprise. Il en parlait à l'instant, mais vraiment s'il y a quelqu'un qui le porte, c'est Jean-Yves. Alors, les clés de l'innovation d'entreprise, d'abord je veux tout de suite préciser une chose. Une innovation, c'est pas une idée. On entend souvent dire, une innovation, c'est une bonne idée. Non, il y a beaucoup de bonnes idées, mais une bonne idée ne suffit pas pour faire une innovation. L'innovation, ça va quand même un petit peu plus loin. Et vous voyez, l'innovation, c'est quelque chose qui change. Ça change la façon de voir des clients, qui disent « Ah ben tiens, ça, j'y aurais pas pensé ».
Et ça change la façon de fonctionner dans l'entreprise ou les façons de produire. Ah ben c'est pas mal là ce qu'on a fait là. Et la grosse différence avec une idée, c'est qu'une idée c'est quelque chose de solitaire. On se lève le matin, on a une idée, alors qu'une innovation, c'est très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, quelque chose de collaboratif. On est toujours plusieurs à travailler dessus. D'ailleurs, vous avez remarqué que la plupart des grandes innovations qui viennent à l'esprit, on pense à une équipe qui travaille. On pense rarement à une personne toute seule qui met en place tout à coup un nouvel usage complètement génial. Ça, c'est la première remarque. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est sur l'innovation, c'est que je me pose une question. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. C'est parce qu'il y a une question qui me taraude depuis longtemps, c'est comment se fait-il que les entreprises, je parle des entreprises établies, je parle des grands groupes, aient une telle fascination pour les innovateurs qui sont à l'extérieur et aient tellement de mal à innover elles-mêmes. Parce que si vous regardez les grandes innovations, ça semble acquis pour tout le monde, c'est naturellement dans un garage que ça vient. Et aujourd'hui, on est là, on est fasciné par les start-up. Moi, j'adore l'innovation, j'arrive, je sais, j'en ai quand même poussé quelques-unes, toi aussi. Et alors un jour, ça m'irritait ça, parce qu'il a dit que j'étais enthousiaste, mais je suis souvent aussi de mauvais poil. Et alors, on avait fait venir à une grande manifestation à Paris un plateau de start-up. Alors déjà, ça me vexait un peu, parce que je dis pourquoi est-ce qu'on fait venir des start-up pour parler d'innovation et pas des gens d'entreprise qui innovent eux-mêmes. Bon, ça je ne le disais pas trop. Et alors il y a eu cette présentation des start-up, tout le monde les applaudit, formidablement. Puis alors je remarque tout à coup qu'il y en a un que je connaissais déjà. C'était quelqu'un qui était dans l'entreprise avant. Il a démissionné et est allé dans une start-up. Il n'a jamais été applaudi quand il était dans l'entreprise. Mais là, sur l'estrade, là, tout à coup, il s'est fait applaudir. Donc il y a une espèce de fascination pour les innovateurs de dehors, et finalement, on ne retrouve pas la même pour ceux de dedans. Voilà la question. Et d'où la question, pourquoi les entreprises en place ont-elles tellement de mal à innover? C'est le thème de mes travaux et c'est le thème de cette présentation. Alors une première chose, c'est d'abord pourquoi est-ce qu'on innove? Parce qu'après tout, on peut dire tout de suite, l'innovation ne sert à rien, il n'y a qu'à arrêter tout de suite. Cette question n'est pas tout à fait bête ou idiote dans la mesure où aujourd'hui, vous l'avez remarqué, il y a pas mal d'articles pour dire finalement, attention, ces innovations détruisent de l'emploi. C'est pas forcément bon pour notre économie. Vers quel monde allons-nous? Donc il y a un regard qui est un regard de crainte devant les innovations et un regard qui n'est pas forcément positif. Alors ce que je voulais rappeler, c'est que pour une entreprise, d'abord, il est évident qu'innover est un avantage. Une entreprise qui innove, elle se différencie de ses concurrents, elle entraîne plus d'adhésion de ses clients, elle prend de l'avance sur son marché. C'est très bon pour son image, donc vous voyez que c'est très positif, mais c'est aussi très positif pour la société, ce qu'on a un peu plus de mal à concevoir immédiatement. Pourquoi? Parce que plus il y a d'innovation, évidemment plus il y a de produits et services nouveaux qui sont utiles aux gens, mais aussi plus les prix des services déjà en place diminuent, dans la mesure où les innovations permettent d'avoir les mêmes choses moins chères. Alors vous allez me dire, c'est pas si évident que ça quand on voit le prix de l'iPhone. Oui, mais avant on n'avait pas un iPhone, donc on avait un téléphone, plus un appareil photo, plus un réveil matin, plus quand même, parfois une boussole, j'allais dire, enfin la boussole, peu de gens promenaient avec ma femme, bon, on avait les cartes d'état-major, ça a remplacé tout ça. Et donc, plus vous avez des services qui vous permettent d'accéder à des services déjà existants moins chers, plus la population est en mesure d'acheter de nouveaux services, et donc l'innovation entraîne évidemment du développement économique et du bien-être pour la population. Donc c'est positif. Il y a quand même un sujet, c'est que les effets positifs ne sont pas forcément concomitants aux effets négatifs. Par exemple, vous pouvez avoir des périodes où on innove beaucoup, on détruit beaucoup d'emplois, et les nouveaux emplois qui viendront après, ils ne viennent pas tout de suite. Je pense d'ailleurs que c'est le débat d'aujourd'hui, c'est que nous sommes sans doute dans une période comme celle-là, et je reste optimiste sur l'avenir. Mais certains disent non, ils ne viendront jamais. Alors il y a un théoricien, un économiste, vous le connaissez comme moi, qui s'appelle Schumpeter, qui a travaillé là-dessus, et qui explique ce que je viens de dire en disant qu'il y a une marche par cycle, et que les innovations finalement sont toujours bénéfiques à une société. Alors, autre remarque, on parle d'innovation. En fait, l'innovation elle-même, elle n'a aucun intérêt. À bien y réfléchir, ce sont les usages de l'innovation qui ont l'intérêt.
comprenez ce que je veux dire quand vous lisez les mots que j'ai mis ici. Par exemple, inventer l'imprimerie, c'est très bien. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est le déploiement de la culture, du livre, que ça permet. Inventer la machine à vapeur, c'est parfait. Mais en fait, c'est surtout le développement des transports ou l'automatisation dans le textile qui vont être importants. L'électricité, c'est très bien, mais en fait, c'est l'éclairage, etc. Donc on voit bien que ce sont les usages qui nous intéressent plus que les innovations elles-mêmes, et que ces usages, quand on regarde bien les exemples que j'ai donnés là, ils concernent très vite tout le monde, toutes les entreprises, tous les métiers de l'entreprise. Et c'est ça qui fait la transformation de la société, la transformation des entreprises. On a un peu de mal aujourd'hui peut-être à le voir comme ça, parce qu'on dit, ben oui, les nouveaux usages d'Internet et du numérique, je ne vois pas trop. Mais si vous prenez par exemple du recul, et vous pensez à la période où l'électricité est arrivée, vous voyez bien que l'électricité a tout changé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire je n'ai pas été concerné par l'arrivée de l'électricité? Vous voyez? Donc là, on voit bien, quand on regarde, et je peux dire pareil sur la machine à vapeur, parce que ça a changé le transport, et donc ça a changé la vie de tout le monde et de toutes les entreprises. Donc vous voyez bien que vous avez, par l'innovation, des usages qui transforment tout. Et puis alors, encore une remarque, toujours sur l'innovation et la transformation, c'est que elle fonctionne avec des cycles. Alors on appelle ça des révolutions industrielles ou autres. C'est-à-dire que tout à coup, vous avez des périodes qui sont relativement calmes, et puis tout à coup, vous avez des innovations qui vont changer énormément de choses. Alors c'est le cas, par exemple, sur la machine à vapeur, j'en ai parlé, avec le charbon. C'est le cas de l'électricité, j'en ai parlé aussi. Internet, évidemment, change énormément de choses. Et puis nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle, les robots, les objets connectés, le big data, je vais revenir dessus, et beaucoup de gens disent, attestent que ça va aussi changer beaucoup de choses. Alors j'ai mis un point d'interrogation parce que tout ça est en débat, et je vous ai mis la photo de Jeremy Rifkin, qui est un futurologue américain et qui, lui, travaille beaucoup sur ces cycles, et en particulier qui défend que non seulement il y a une troisième révolution industrielle, mais sans doute une quatrième, et qui va changer jusqu'au modèle économique dans toutes ses profondeurs. Donc vous avez les cycles. Alors, une remarque. Si nous sommes d'accord avec cette vision, qui est caricaturale, j'en conviens, on voit bien que nous avons des périodes qui sont des périodes de transformation, et d'autres périodes qui sont des périodes d'optimisation. C'est là que je veux en venir. C'est une différence qui me paraît fondamentale, parce que le comportement des entreprises, et le comportement d'ailleurs des personnes, ne va pas être le même dans des périodes d'optimisation que dans les périodes de transformation. C'est pour ça que c'est intéressant de bien pouvoir détecter les périodes où les innovations amènent une révolution, parce que dans ces périodes-là, vous êtes dans une transformation. En clair, une conférence comme celle-ci ne se serait pas tenue il y a 10 ans. Parce que nous étions dans une période d'optimisation. Tout le monde, personne, ne s'intéressait particulièrement à l'innovation à cette époque-là. Je ne dis pas qu'on n'innovait pas, je disais que ce n'était pas un sujet majeur. Aujourd'hui, il n'y a pas un discours, on n'en parle pas. Il n'y a pas un dirigeant qui ne se préoccupe pas de ça. Il n'y en a pas un qui ne se pose pas la question de savoir comment il pourrait innover. Donc vous voyez bien que nous sommes en ce moment dans une période de transformation, alors que nous étions avant dans une période d'optimisation. Alors pourquoi c'est important de voir ça? Tout simplement parce que quand vous êtes dans une période d'optimisation, votre priorité, c'est de reproduire en améliorant ce qui existe. Donc vous voyez, en général, vous avez un monopole ou un oligopole, vous êtes en position plutôt de rente, il n'y a pas beaucoup de différenciation entre les acteurs. Voilà le monde où on était. Hein, Jean-Yves, si je prends le monde bancaire, c'était quand même le cas. Il y avait un monopole. C'est plus le cas aujourd'hui. Même si il est pour le moment à peine ébréché. Mais on voit bien que nous étions dans une période de forte visibilité. On voit clairement ce que sera l'avenir. On a des situations bien solides sur nos marchés. Et donc le sujet, c'est l'optimisation, c'est-à-dire on va regarder comment on peut améliorer nos façons de faire, on va regarder comment on peut réduire nos coûts, on va regarder comment on peut gagner un peu plus de marché, et on va regarder nos ratios de gestion. Et on va dire, il faut que je sois un peu meilleur que le voisin, donc c'est une stratégie de positionnement par rapport aux autres. Et alors que quand vous rentrez dans une période de transformation, alors là, vous êtes dans une très forte incertitude. Aujourd'hui, puisque je prenais le cas de la banque que je connais un petit peu, je suis en train de travailler sur un texte. Quelqu'un m'a dit, faites-nous un article sur les agences en 2030. Donc j'ai pris ce sujet avec amusement. J'ai dit, ouais, je vais vous faire ça. Et alors je tourne autour depuis 3 semaines, il faut à tout prix que je rende ma copie là maintenant. Je croyais que ça serait facile, sincèrement. Et je m'aperçois que je suis absolument incapable de dire en 2030 ça sera comme ça.
Parce que quand je fais la liste des facteurs qui vont influencer le métier, je ne sais plus quels seront les plus importants et comment les choses vont se passer. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit en 2030 ça sera comme ça, ben, à mon avis, il n'a pas creusé la question. Donc vous voyez bien que vous êtes en période d'incertitude, vous voyez qu'il y a des nouveaux entrants qui sont pour certains disruptifs, comme on dit, c'est-à-dire qui se mettent à apporter une façon de fonctionner qui n'a plus rien à voir, qui est en rupture par rapport à celle qui existait. Il y a des tas de nouveaux produits et services. Et là, la question, c'est plus de reproduire. La question, c'est de faire autrement et de faire d'autres choses. Donc la transformation n'amène pas le même objectif que l'optimisation. Et les gens qui, en période de transformation, continuent de regarder uniquement leur efficacité économique, il manque quelque chose. Parce que ceux qui optimisent aujourd'hui, qui ne font que ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, évidemment, passent à côté de la nécessaire transformation. Alors, là aussi, pourquoi c'est extrêmement important de bien différencier les deux périodes? Parce que quand vous êtes en période d'optimisation, quand vous reproduisez, eh bien, vous voyez bien que ce qui va être prioritaire dans l'entreprise, dans les organisations, ça va être de bien respecter les hiérarchies, les consignes, les règles, les contrôles, les méthodes. On n'a pas besoin de s'écarter de ça, puisque si on veut vraiment optimiser, il vaut mieux une sacrée discipline. Alors que si vous êtes dans une période de transformation, et vous voulez faire des choses autrement et faire d'autres choses, alors à ce moment-là, ce qui devient très important, c'est l'écoute, l'imagination, la créativité, la coopération, c'est autre chose. Autrement dit, les piliers d'une entreprise qui optimise ne sont pas les mêmes qu'une entreprise qui innove. Les clés de l'innovation dans l'entreprise, et que j'ai appelée joyeuse, ça commence par cette prise de conscience, mais bon sang, si nous sommes dans une période de transformation, à ce moment-là, je ne peux pas attacher l'importance que j'attachais à tout ce qui est dans la colonne de gauche, et je suis obligé de m'interroger sur l'importance que j'attache à ce qui est à droite. Voilà. Alors, je vous propose de regarder comment cette innovation peut se placer au cœur de la stratégie, ce que je préconise, c'est-à-dire non pas en faire quelque chose à côté des priorités de l'entreprise, mais la mettre réellement au cœur de l'entreprise, parce que nous sommes dans une période de transformation. Alors, là j'ai une équation, j'accepte parfaitement de la discuter. C'est en travaillant le sujet, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la transformation d'une entreprise? La transformation d'une entreprise, c'est tout simplement, à mon avis, un ensemble de changements qui sont mis en place un peu partout dans l'entreprise, donc d'innovation pour l'entreprise, petites ou grandes, et qui vont ensemble faire la transformation. Si je reprends l'image de l'électricité, comme tout à l'heure, l'électrification de l'ensemble de l'entreprise à l'époque, c'était pas tout à coup quelqu'un qui a dit on met l'électricité partout. C'est dans toutes les unités, les gens regardaient ce qu'ils pouvaient faire. Et ici, tiens, on va pouvoir mettre une machine électrique, et là on peut mettre un ventilateur, et là on va mettre de la lumière. Vous voyez? Et donc c'est chacun qui a regardé comment il équipait. Dans les maisons, chacun a regardé comment il l'utilisait. Et bien là, aujourd'hui, je pense que nous vivons la même période, c'est-à-dire c'est un peu partout que des innovations et doivent petit à petit, ensemble, faire la transformation de l'organisation. Dit autrement, si on est d'accord avec cette équation, ça veut dire qu'une entreprise qui n'innove pas du tout et qui ne laisse pas l'innovation se développer dans ses rangs, c'est naturellement une entreprise qui ne va pas se transformer. Elle devient ringarde. Voilà. Donc le choix est là. Alors ça, c'est un dessin, bon, pardonnez, ça fait 2 œufs. Ma foi, c'est mes mots techniques. Mais enfin, concentrons-nous sur la signification. Ça, c'est quelque chose que, d'expérience, j'ai beaucoup vécu. Quand vous avez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de dirigeants qui prennent la parole, ils vous disent, au micro, tout de suite, nous avons besoin de nous transformer. Il va falloir digitaliser l'ensemble de nos processus. Et nous allons soutenir les startups. Autrement dit, ils ont une vision de la transformation qui les concerne, et ils ont conscience qu'il faut se transformer, mais ils ont une vision de l'innovation qui ne les concerne pas forcément. Vous voyez, je reviens sur mon thème de tout à l'heure. L'innovation, c'est quand même dehors, c'est pour les autres. C'est pour ça qu'il faut quand même faire un petit peu la stratégie de l'omelette, mélanger le jaune et le blanc, et s'apercevoir qu'on ne peut pas séparer l'innovation des transformations, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a quelque chose qui concerne l'intérieur de l'entreprise et autre chose qui concernerait l'extérieur. Ça concerne l'intérieur et l'extérieur, les deux, évidemment. Et j'en arrive à
transparents qui disent ce qu'à mes yeux l'innovation n'est pas et ce qu'à mes yeux au contraire elle est. Alors vous avez compris, quand je dis que l'innovation ce n'est pas, c'est parce que j'ai souvent entendu que les gens le percevaient comme ça. Par exemple, moi j'ai aimé toujours l'innovation, donc j'ai poussé des innovations, et souvent des collègues me disaient mais toi qui es techno, parce que évidemment si vous innovez vous êtes techno. Bon, tu l'as d'ailleurs très bien dit tout à l'heure Jean-Yves. Ben non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas innover avec la technologie. Mais enfin bon sang, on peut innover sans technologie du tout. Vous inventez une nouvelle recette de cuisine, tiens, puisque j'étais sur les œufs, ça peut être de l'innovation, et avouez qu'il n'y a rien de vraiment technologique. Hein. Bon. Donc les services numériques et la techno, non. Quelques produits ou services innovants. Alors ça, on le voit très souvent. On va innover. Alors pendant 3 ans, on fait travailler une équipe de Je trouve tout, et ils arrivent avec un truc, voilà, pour leur dire on a innové. Et on le met dans toutes les communications. On a innové. Mais le reste n'a pas changé. L'entreprise continue de fonctionner comme avant. Vous avez sorti un truc. Donc une innovation, ça s'appelle un coup de com', comme ça, mais ça ne s'appelle pas innover. Alors le soutien très bruyant aux innovations des autres, j'en ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle travailler son image. Alors parfois on entend, on va digitaliser la relation avec les clients. Donc c'est innovant. Non, c'est pas innovant. Ça s'appelle rattraper du retard. Ça s'appelle rattraper son retard. Appelons un chat un chat. Mais c'est pas mal de rattraper son retard. Mais enfin, quand quelqu'un dit je vais numériser ça, vous avez quelqu'un qui dit maintenant je vais scanneriser mes factures, il avait qu'à le faire avant. Il y en a qui l'ont fait il y a 10 ans, 15 ans. Donc ne confondons pas. Là on n'innove pas, on essaie de rattraper. Et puis l'affaire de services spécialisés. Bon, on va innover. Et donc j'ai décidé de créer une direction. Tu as une direction de l'innovation ? Non, ça va. J'aurais dû poser la question avant, pardon. Mais en plus, je ne suis pas négatif par rapport à ça. Je précise tout de suite, je ne suis pas négatif. Simplement, j'apporte une nuance. On dit on va créer une direction de l'innovation. Alors maintenant, vous avez, dans beaucoup d'entreprises, vous avez des directions de l'innovation, vous avez des directions de la transformation, vous avez des directions de la diversité, vous avez des directions... Voilà. Et alors ça, pourquoi je dis c'est dangereux de raisonner comme ça, même si ce n'est pas forcément négatif. Ce qui est très dangereux, c'est qu'il y a un message que vous envoyez à toute l'entreprise et qui dirait hop, l'innovation, il y a une direction pour ça. La diversité, ah ben donc, on a mis une direction pour ça. Vous voyez ? Et comme ça, vous n'avez plus besoin de vous en préoccuper. Ce n'est pas votre affaire, quoi. Donc c'est très bien si ces directions s'occupent de développer dans les unités, dans l'ensemble de l'entreprise, évidemment le souci d'innovation, de transformation et de diversité. Mais s'ils considèrent qu'ils en sont chargés, c'est leur affaire et plus celle des autres, là on est cuit. Hein. Très clairement, c'est contre-productif. Voilà. Alors, vous me direz, ben alors qu'est-ce que c'est ? Ben, je le dirais comme ça. C'est déployer des changements partout et en tout domaine. C'est-à-dire permettre à tout le monde, dans son métier, d'innover. Alors l'innovation, c'est pas un truc génial tout le temps. Hein. Simplement, tiens, on pourrait faire comme ça. Voilà. C'est mobiliser les idées, les envies des femmes et des hommes, parce que c'est eux qui ont les clés d'innovation. C'est-à-dire, il faut que chacun soit acteur de l'innovation. Je vais prendre un exemple dans un instant. Et puis, tout ça, ça permet à toute l'organisation de devenir innovante. Mais je vais prendre un exemple tout bête. Et alors, c'est la seule fois que je parlerai de mon ancien métier. J'arrive et tu m'en pardonnes d'avance. Voilà, on avait, en appliquant ce principe-là, on avait un problème dans la caisse régionale que je dirigeais, donc certainement pas ici, c'est que les informaticiens qui sont parfois des gens qui mettent beaucoup de souplesse dans leur développement, mais qui souvent, hélas, n'embêtent pas. Parce qu'ils considèrent, quand ils développent un programme, qu'il vaut mieux contraindre les gens et que ça sera comme ça. Donc ils avaient décidé, pas seulement eux, celui qui avait aussi développé le programme, que quand on ouvrait, quand on modifiait une caractéristique d'un contrat, par exemple je donne à quelqu'un un mandat sur mon compte, il fallait imprimer en 3 exemplaires 12 pages pour permettre d'attester. Et alors les conseillers chez moi étaient fous. On est obligé de se cacher pour imprimer ça. Mais je dis c'est toute la France, oui c'est toute la France. Alors on imprime des papiers. Et alors il y a quelqu'un, un jour, si je me rappelle très bien, la personne dans les services bancaires de Tarbes, que Philippe Serrault connaît très bien, parce qu'il y a travaillé à l'époque, eh bien j'ai eu l'idée, il dit, si on imprime sur PDF au lieu d'imprimer sur imprimante, le système accepte. Ah alors toute la caisse, hein. Tout le monde s'est mis à imprimer sur PDF et on est arrivé à économiser des tonnes de papier. Voilà une innovation. Vous voyez, c'est pas une innovation.
C'est simplement une mesure que quelqu'un a prise qui a des effets immédiats, qui change les choses, qui change le travail, vis-à-vis du client aussi. Voilà, je trouve cet exemple, vous voyez, qui est particulièrement parlant, parce qu'on voit bien que ça peut être des petites choses, mais au moins qu'on laisse les gens trouver des idées. Et là, toute innovation devient innovante. Et vous voyez, j'ai écrit, il n'y a pas de petite innovation. Parce que quand on cherche à faire de l'esbrouf, on cherche des trucs vachement qui impressionnent tout le monde. Non, on peut faire des tas de petites choses. Mais une entreprise qui fait des tas de petites choses partout, c'est une entreprise qui se transforme. Et puis il y a des gens qui n'innovent jamais, ben ça c'est un constat. Alors j'ai constaté qu'il y a des entreprises qui innovent beaucoup, et puis il y en a d'autres qui n'innovent pas du tout. Donc on a quand même un sujet. Vous voyez qu'il y a des différences de culture énormes, et vous voyez bien que, à mon avis, les deuxièmes auront quand même un sacré mal à se transformer. Parce qu'elles perdent du temps. Alors, il y a une condition pour innover. Alors c'est ce que j'ai appelé pratiquer les accélérateurs de transformation. Le mot fort, c'est pratiquer. Voilà. Vous avez en gros, alors là aussi ça se discute, mais vous avez en gros 3 forces qui amènent à innover et à transformer l'entreprise. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on peut les ramener quand même à trois grandes forces. La première, c'est le numérique. Ça surprend personne. Tout le monde voit bien que le numérique change beaucoup de choses. Mais il y a aussi le collaboratif, c'est-à-dire les modes de relation entre les gens, la façon de traiter les problèmes, la façon d'interroger les clients, la façon de traiter les dysfonctionnements, la façon de laisser les gens mettre leur avis. Tout ça, c'est le collaboratif. Le numérique le permet, le facilite, amplifie énormément les façons de l'utiliser, mais le collaboratif en soi est une évolution majeure dans nos sociétés. Il vient avec le numérique, mais il aurait pu venir sans, et les deux sont liés, mais les deux représentent une force indépendante. Et puis vous avez la responsabilité sociale d'entreprise, ou sociétale, comme vous voulez, qui à mon avis est une autre force extrêmement puissante en ce moment de transformation pour la société et également pour les entreprises, et qui elle aussi est en soi une force, mais bien entendu en relation avec le numérique, parce qu'elle le facilite, et aussi avec le collaboratif. Et donc si vous regardez bien, le numérique, collaboratif et RSE sont finalement trois grands leviers pour la transformation de l'entreprise. Ça c'est pour la vision plus stratégique de l'entreprise. Puis après vous avez des pratiques. Ces pratiques, ce sont des pratiques qui sont dans la société, qui ont déjà, ou qui auront demain, un impact très puissant sur les entreprises et sur leur transformation. Et donc il faut les connaître. Il faut les connaître. Alors en premier, il faut connaître les réseaux sociaux, parce que sinon on a beaucoup de mal à comprendre ce que c'est que les modes collaboratifs. Il faut connaître les plateformes de personne à personne. Alors là, vous voyez, j'en ai mis quelques-unes, Uniland, Allo Voisin, Airbnb, tout le monde connaît. J'aurais dû mettre Blablacar. Voilà, ce sont des plateformes qui permettent d'échanger de ces services. Et donc, ces plateformes, elles sont très importantes à connaître parce que c'est elles qui redéfinissent les notions de service et la valeur de ces services. Vous voyez ? Si je regarde l'éco-responsabilité, voilà encore un domaine qui va profondément changer les façons de vivre des personnes et des entreprises, et donc sur lequel il est important d'être bien informé et d'avoir aussi une pratique. Vous voyez, mon idée, c'est que si on ne pratique pas, si on ne connaît pas, ça va être très difficile d'innover dans le bon sens. Voilà, vous avez également l'Internet des objets. Tout le monde a entendu parler de l'Internet des objets. Il faut vraiment s'intéresser de près aussi à cette évolution, aux objets connectés, tout simplement parce qu'on voit bien que dans les domaines que j'ai mis ici, dans l'assurance, le coaching, l'aide aux personnes, tout ça, ça va avoir un changement majeur. Je m'arrête une seconde là-dessus. En ce moment, les assureurs, il y a des assureurs ici ? Non, parce qu'il faut faire attention à ce que je dis, je prends un autre exemple s'il y a des assureurs. Non, les assureurs sont en pleine panique en ce moment. Mais vraiment fondamentalement, parce qu'ils se sont intéressés à ça. Ce sont les objets connectés. Et alors, vous savez qu'en ce moment, on est en train de connecter les automobiles. Et du coup, vous avez vu qu'il y a une voiture qui a été créée par Google, qui a fait des milliers et des milliers de kilomètres, sans conducteur. Vous avez vu ça? Et alors, tout à coup, là, c'était, je crois, il y a 15 jours, elle a eu un accrochage. Ah, tu vois. Alors, les assureurs, t'as vu, elle a eu un accrochage. Ils sont contents comme tout. Vous savez pourquoi?
Parce que si les voitures n'ont plus d'accident, qu'est-ce que vous allez assurer? Bon, vous allez me dire, il reste le logement. Mais le logement, c'est en train de se brancher de partout. Ça se connecte, tout se connecte. L'incendie, on sera évidemment alerté. Pour le moment, on a des boîtiers à la noix, là, on enlève les piles pour pas que ça fasse de bruit. Mais demain, il y aura des vrais détecteurs. Tout le monde l'a compris. Les frigos vont détecter la moindre augmentation de température, le chauffage pareil. Mais donc, du coup, vous n'aurez plus d'incendie. Mais bien sûr qu'il en restera toujours un peu, mais enfin, ça va se réduire considérablement. Il n'y aura plus d'infractions. Mais attendez, si les voitures n'ont plus d'accidents, s'il n'y a plus d'infractions dans les maisons et s'il n'y a plus d'incendie, expliquez-moi à quoi servent les assureurs. Je connais des assureurs qui sont en train d'acheter des actions à tour de bras de nouvelles banques, ce qu'on appelle des néobanques, c'est-à-dire les banques qui sont de la génération suivante aux banques directes d'aujourd'hui, parce qu'ils sont en train de se placer sur un autre métier que le leur, parce qu'ils ont compris que c'était foutu. Vous avez bien entendu, ils ne sont pas en train d'entrevoir, ils ont compris. Parce que vous avez en plus autre chose. Vous avez peut-être, sans doute lu ici ou là, c'est qu'en plus avec ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la connaissance que nous donne l'ensemble des données sur Internet, et vous allez avoir des gens qui vont être capables de fixer les prix des assurances beaucoup plus efficacement qu'eux. Puisqu'on va connaître exactement les risques de chaque personne et chaque entreprise. Alors qu'aujourd'hui, on travaille quand même, vous savez, à grande louche. Donc il y a une vraie panique. Alors voilà, c'est cet exemple que je voulais vous donner. Ben, fait, les médecins, moi, un bon médecin, à Liège, il a beaucoup de bon sens, et il m'a dit bon, moi si j'avais tous mes malades qui avaient le bracelet, ils étaient branchés, je serais alerté beaucoup plus vite quand il y a un problème et je soignerais mieux. Alors ils envoient à l'hôpital, ça coûte une fortune. Il a compris. Et évidemment que ça va se passer. Voilà. Bon, je vous prends ces exemples-là, je sais que je prêche un peu auprès de convaincus, mais enfin, voilà, l'Internet des objets. Alors vous avez aussi les robots. Alors les robots, j'ai eu tort de mettre cette photo, parce qu'on voyait immédiatement, on voit un robot là, comme ça. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les robots d'intelligence artificielle, c'est-à-dire des outils qui vous permettent de vous donner des réponses à vos questions de façon extrêmement performante. Ne nous trompons pas. Les robots ont déjà atteint aujourd'hui un niveau d'intelligence, le QI des robots dépasse celui de 80% de la population américaine. Bon, vous direz, on est encore, nous, Français, très loin devant. Non, mais vous n'avez pas remarqué, là aussi, on est fou de joie parce qu'il y a un être humain qui est arrivé à battre un robot, là, en jouant au jeu de Go, là. Vous l'avez vu? Bon, il a perdu le lendemain, quand même. Mais on est rassuré parce que là, il a perdu. Mais enfin, vous n'imaginez pas que ça va encore durer 5 ans. Évidemment que l'intelligence artificielle va être formidable et évidemment qu'elle va bouffer beaucoup de métiers. Jusqu'à maintenant, la robotisation, l'automatisation, ça mangeait des métiers qui étaient plutôt des métiers manuels. Maintenant, on a compris, l'automatisation, la robotisation, le numérique, ça va manger des métiers intellectuels. Voilà, j'aurais discuté tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait les chirurgiens, à mon avis, c'est fini, quoi. Et bon, j'ai approuvé. Parce que je pense que les robots seront plus capables que des êtres humains de réaliser une intervention chirurgicale. Ça ne veut pas dire que, j'ai pas dit qu'ils seraient meilleurs pour dire quand est-ce qu'il faut la faire, etc. Mais pour la réaliser, sans doute. Sans doute. Donc vous avez, alors j'ai marqué, ça porte la question de la valeur ajoutée du conseil. Bon, ça, je sais parce que je suis un petit peu orienté que l'histoire, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, ça c'est pas très bon ça. Voilà. Vous avez le big data dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Donc ça, c'est toute l'analyse des données qui sont dans l'ensemble du cloud, de l'ensemble du monde Internet, et qui permettent d'avoir, par les outils très puissants qu'on a aujourd'hui, d'avoir des informations extrêmement pertinentes sur les évolutions de la société, hein, les évolutions dans la société. Par exemple, on a aussi un exemple, les épidémies de grippe. Je disais la même personne tout à l'heure à titre d'exemple. Voilà. Vous avez à travers les big data, vous savez qu'il y a plein de personnes qui sont informées sur tel ou tel événement, donc vous savez qu'à tel endroit, il y a une préoccupation qui est en train de naître. Et vous le savez avant même que les médecins aient été interrogés. Vous me suivez? Donc vous avez évidemment beaucoup d'applications de cela. Et puis j'ai mis la réalité virtuelle, ça peut surprendre. Il y a eu tout un temps pendant lequel on a beaucoup cru au monde virtuel, ça s'est un peu tassé, et puis maintenant revient le fameux Oculus, c'est-à-dire cet outil qui permet de voir en virtuel. Et bon, moi j'hésitais, je me demandais, d'abord pour avoir été un peu refroidi sur Second Life, parce que ça s'est quand même arrêté, je me suis dit, bon, où ça va? Et alors c'est vrai que vous mettez ces lunettes, il y a une personne qui est à New York, une autre qui est à Paris, une autre qui est à Hong Kong, et une autre à Saint-Brieuc.
Et les 4 personnes mettent ces lunettes et se voient ensemble dans la même salle et commencent une réunion. Et bien, vous faites une réunion de 3 heures, vous avez fait une réunion de 3 heures, avec à 4, mais vraiment en ayant tout à fait la perception que vous êtes autour d'une même table. Et ça va quand même changer les méthodes de travail, puisque ça évite les déplacements. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, RSE aussi, pilier de transformation, on dit on va essayer de réduire les déplacements. Voilà, et on a une solution, c'est moins cher et c'est tout aussi efficace. Ne doutons pas une seconde qu'il y aura des applications. D'ailleurs, Oculus a été racheté, je crois, par Google. Puis il y en a un dernier, mais celui-là je garde pour la fin parce que c'est, je vais surtout pas me hasarder à expliquer ce que c'est. À ce moment, tout le monde est en train de s'enthousiasmer pour ce qu'on appelle la blockchain. Pour faire court, aujourd'hui, vous avez des personnes, des entreprises, des personnes aussi, dont le rôle est d'assurer la sécurité des opérations, des transactions et la médiation entre des personnes. Par exemple, le notaire va recevoir la signature de 2 personnes et on va acter que, évidemment, il y a bien un contrat. Hein, ou bien d'ailleurs le banquier lui-même va assurer qu'il y a un virement qui a été fait et on va faire confiance au banquier pour garder la trace. Vous êtes d'accord? Eh bien avec la blockchain, là, c'est plus comme ça que ça marche. Quand on passe une opération entre 2 personnes, elle va se propager sur l'ensemble des serveurs à la surface de la Terre, et donc du fait qu'il y a une multitude de serveurs qui ont reçu l'information que chacun était d'accord pour signer, ben, c'est considéré comme signé. Non, j'ai plus besoin du notaire, j'ai plus besoin du banquier, puisque le Bitcoin fonctionne là-dessus, j'ai plus besoin de tous les intermédiaires. Alors il y a des gens qui disent c'est absolument formidable, la société de demain va être complètement libre. Bon, moi je réponds, elle risque d'être aussi assez dangereuse, parce que les intermédiaires n'ont quand même pas que des rôles négatifs. Mais en attendant, voilà un phénomène dont on attend énormément. Alors quel est mon propos quand je vous dis tout ça? D'abord l'objectif c'était de vous donner quand même ce qui, en tout métier, dans tout domaine, doit intéresser tout le monde, parce qu'on voit bien qu'il y a là-dedans des gros facteurs de changement pour tout le monde. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'il faut pratiquer. Et ça, là-dessus, on ne le dit pas assez. C'est-à-dire, j'entends des gens qui disent, bon, on va attendre que ça se trie. On verra bien. Votre affaire de réalité virtuelle, j'y crois pas trop, on va voir. On va regarder pour l'Internet des objets, on en parle beaucoup, mais bon. Et alors, du coup, on ne rentre pas dedans. On s'y intéresse pas. Et on ne le pratique pas. On ne commence pas à essayer d'être sur les réseaux sociaux, à minima, sur les plateformes. On ne regarde pas comment ça marche. Nous, on est banquiers. Est-ce qu'on va regarder le crowdfunding pour essayer de rentrer dedans, de voir comment ils font, etc. Et donc, vous voyez bien que si on ne pratique pas, on ne peut pas avoir la connaissance. Et ce que je voulais souligner, c'est que c'est en pratiquant que l'entreprise renforce ses savoirs et donc son capital immatériel. Parce qu'entre une entreprise qui pratique tout ça et une entreprise qui ne le pratique pas, peut-être que le résultat à la fin de l'année n'est pas différent. Peut-être que l'activité commerciale de l'année n'est pas différente. Mais à la fin de l'année, vous avez quand même une entreprise qui est beaucoup plus prête à adopter des changements et à s'adapter aux évolutions, donc à se transformer, que l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Ça ne se voit pas dans les chiffres, mais c'est immatériel, mais c'est absolument essentiel. Alors, il y a des freins à l'innovation dans les organisations, il faut les comprendre et les lever. Je pense, j'insiste beaucoup là-dessus, je pense vraiment que l'essentiel c'est de les comprendre. C'est prétentieux de dire les lever, vous ne pouvez pas. Mais il faut savoir que ça existe. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui existent et qui freinent l'entreprise. On n'en parle jamais et c'est inconscient. Il y a des gens qui bloquent l'évolution de l'entreprise de façon inconsciente. Ils ne voient pas. Je vous prends un exemple, quelqu'un arrive et dit « je pensais à quelque chose, on aurait pu faire ça, on a d'autres priorités en ce moment ». Rien que le fait de dire ça, vous avez bloqué un changement. D'abord parce que c'était peut-être une bonne idée, et ensuite parce que la personne aurait peut-être eu d'autres idées, mais elle ne viendra plus vous les présenter. Hein. Donc vous voyez, inconsciemment, vous bloquez l'innovation. Alors quels sont ces freins? Vous avez un premier frein, c'est les priorités de l'entreprise. Alors, ça veut dire quoi, ces priorités? Ça veut dire que une entreprise qui est déjà établie, qui est déjà bien en place, elle est amoureuse de son patrimoine. Elle est amoureuse de son savoir-faire, de son expérience. Et elle est tournée donc vers son capital. Elle est tournée vers ce qu'elle a, sur l'acquis. Et elle ne va pas le lâcher. Alors qu'une entreprise, c'est plutôt le cas des startups, qui va être sur la transformation, elle va être tournée vers les flux. Par exemple, une
une entreprise va regarder ses stocks. Combien j'ai d'encours de ceci ou de cela. La start-up, elle va dire, j'ai fait la conquête de 160 clients ce mois-ci. C'est ça qui va l'intéresser. Vous voyez, très significatif, l'entreprise qui est en place, elle va regarder son résultat net. Combien tu gagnes? Voilà. Allez, j'ai 3 millions cette année, très bien. La start-up, elle ne vous parle jamais de son résultat. Vaut mieux d'ailleurs. Hein, parce que c'est très catastrophique. Mais la fierté de la start-up, vous l'avez remarqué, c'est la levée de fonds. Jamais j'ai vu une entreprise en place et dire je suis très fier, j'ai levé 10 millions. S'en fout, c'est pas le sujet. Alors que la start-up, c'est le sujet. Donc, la start-up est sur le flux, elle est sur l'avenir, elle est sur l'innovation, elle est sur l'exploration des marchés, elle expérimente, alors que l'entreprise ancienne a plutôt le regard sur l'habitude, son patrimoine et tout. Vous voyez, je prends un exemple, il faudrait le faire, ça, tu vois, Jean-Yves, on va voir les informaticiens, il y en a dans la salle, dire. Et simplement, on leur dit, j'ai réfléchi, il vaut mieux abandonner complètement le système d'information actuel, mais alors complètement, on va en prendre un nouveau. Et vous allez voir les têtes. Pourquoi? Parce qu'ils y ont travaillé. Ils y ont mis de leur sueur dans le système. Donc ils en sont amoureux. Et même si c'est plus intelligent d'en changer, jamais vous allez obtenir leur accord. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Les gens qui ont créé quelque chose n'acceptent pas qu'on le critique, c'est comme ça. Donc souvent on attend qu'ils soient partis. Alors vous avez aussi les conservatismes. Alors ça, bon, j'appelle ça les conservatismes, mais en fait c'est les excès de crainte. C'est-à-dire, par exemple, on limite l'accès au web. Ça c'est partout. Il y a toujours des gens pour dire non, mais les salariés, on va les empêcher de regarder ceci ou cela. Vous ne savez pas pourquoi, YouTube, pas YouTube. Parce que YouTube, il y a des choses pas bien. Alors du coup, ils ne voient pas ma conférence. Bon, en prix, les réseaux collaboratifs. Alors là, je me suis battu là-dessus quand j'étais à l'activité, mais vraiment, limiter aujourd'hui les réseaux collaboratifs à l'interne, c'est une ânerie. Mais c'est une ânerie. Vous avez besoin de travailler avec des gens de l'extérieur. Donc dire aux gens, non, c'est uniquement l'entreprise. Vous voyez bien que vous bloquez l'innovation. Bon, la sécurité, la conformité, j'y reviendrai, etc. Mais vous avez des tas de réseaux qui font qu'on n'ouvre pas, on ne fait pas confiance aux salariés, et finalement, on ne doit pas être surpris d'avoir aucune entreprise française parmi les acteurs mondiaux du e-commerce, ni même européenne d'ailleurs. Hein. C'est extrêmement inquiétant. Enfin, il n'y a pas de secret. Si vous empêchez les gens de faire et d'innover, ne soyez pas surpris que les autres réussissent mieux que vous. Hein. Vous avez les mauvais prétextes. Alors ça, vous en avez plein vous-même. Bon, j'ai pris de ceux que j'ai entendus. Ah oui, ça peut changer. Vous allez voir un assureur, vous lui racontez ce que je viens de dire. Il va dire, non, mais chez nous, c'est pas pareil. C'est jamais pareil. Non, mais non, chez nous, c'est pas pareil. Voilà. Ou bien alors, l'affaire des blockchains, alors ça ira pas très loin. On en reparlera dans 3 heures. On a déjà trop de choses à faire. Hein. La réglementation ne le permet pas, etc. Voilà. Donc vous avez des tas de raisons. Alors là, ça, c'est la peur. Alors ça, il faut quand même bien le dire, je l'ai un peu abordé tout à l'heure. Mais vous avez par exemple des nouveaux services comme Blablacar. Tout le monde a une idée positive de Blablacar. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont utilisé Blablacar? Vous voyez? Bon, il y en a qui ont utilisé Blablacar et c'est plutôt bien. Hein, bon, on peut se déplacer moins cher qu'en prenant sa voiture, ça pollue moins, etc. Par contre, si je dis Uber, qui a utilisé Uber? Également. Voilà. Et vous voyez que Uber a une connotation un peu moins positive. Hein, parce que là, on a vu les manifs, comme ça bouffe de l'emploi. Voilà. Et donc, vous avez les deux. Et notamment, il y a eu un rapport qui a été présenté à Davos en début d'année, là, qui annonçait qu'avec l'ensemble de ces évolutions numériques, on allait avoir 5 millions d'emplois de moins dans le monde d'ici 2020. Et donc, ça fout la trouille. Donc, vous avez une raison objective pour pas trop y aller, c'est dire, moi, je préfère le monde tel qu'il est. Hein. Vous voyez, alors j'ai mis cette peur-là, on pourrait en mettre d'autres, mais la peur est un facteur important. Voilà. Puis vous avez les mythes, je ne vais pas tous vous les commenter, enfin au moins le premier, vous voyez, un mythe qui fait très mal, c'est l'insubmersibilité. Je me rappelle très bien, non je ne me rappelle pas, je vais pas, non je ne prends pas les exemples là. Donc je me rappelle très bien une situation où tout à coup une entreprise était branlée, quelqu'un me dit mais quand même, vous n'avez pas pensé quand même qu'on va se casser la gueule? Mais pourquoi pas? Mais qui peut dire qu'aujourd'hui, il y a une entreprise, quelle qu'elle soit, qui soit à l'abri d'une défaillance? Ça n'existe pas. Interrogez les anciennes Kodak. Non, il y a Gestender, avant. Gestender, vous savez, il faisait les photocopies. Ils rigolaient comme des tordus. Ils avaient quelqu'un de nous prendre le métier, mais non, les Japonais, ils ont mis des appareils photo sur des imprimantes, ils ont fait des appareils à polycope. Hein. Gestender, qui utilise Gestender ici? Voilà. Qui est un Kodak? Bravo. Donc, non, quand même, il faut tirer les leçons de ce qui arrive aux autres.
C'est très important, ça, vous voyez. C'est pas pour foutre la trouille, je vous dis ça. C'est simplement que si vous n'avez pas à l'esprit que la boîte peut couler, comment voulez-vous prendre des mesures courageuses? Et c'est justement parce que vous l'aurez à l'esprit qu'elle ne coulera pas. Le plus dangereux, c'est de se dire non, non, on est insubmersible. Voilà, c'est un exemple, on peut en trouver d'autres. Là, j'ai mis la pyramide, c'est-à-dire, chaque fois qu'on ne comprend pas quelque chose, on se dit c'est pas grave, il y a un patron au-dessus. S'il y a un problème, c'est pas grave, monsieur Carrier. Mais c'est pas vrai. Enfin, si, évidemment que c'est pas vrai. Il y a des choses qui dépassent tout le monde, y compris les patrons. Et donc, il faut s'y intéresser. Par exemple, quand je parle de l'avenir des métiers, tout à l'heure, excusez-moi, les patrons, certes, c'est plus leur métier que ceux des autres, mais ceci dit, ils sont quand même dans le brouillard. Hein. Tous, hein, dans tous les domaines. Hein. Donc, il faut, par exemple, éviter ce genre de propos qui fait qu'on devient non responsable. Et puis alors, il y a les défiances. Alors, les défiances, là, je vous ai une phrase d'Estige que j'aime beaucoup. On se méfie. On se méfie de l'innovation, et notamment, on se méfie énormément quand même des innovateurs. Les innovateurs font peur. Je vais en parler un petit peu, parce que c'est une des raisons qui bloque l'innovation dans l'entreprise. C'est que, quand vous regardez comment sont traités les innovateurs, franchement, vous n'avez pas intérêt à le devenir. Non. C'est-à-dire, non, on le sait depuis longtemps. On le sait depuis longtemps. C'est vraiment un choix. C'est un choix dans la vie qui est un choix dramatique. C'est-à-dire, plus jamais on vous confiera une responsabilité, vous êtes un rigolo, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un de sérieux. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes un peu sur les idées. Alors celui-là, alors il a une idée tous les matins. Il n'y a rien de plus négatif. Voilà. Alors ça m'a beaucoup préoccupé. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc je me suis intéressé un petit peu à ça. Alors d'abord, il y a cette phrase d'Estrige qui dit: on reconnaît toujours les pionniers. Ce sont ceux qui sont loin devant vous, face contre terre, avec une flèche dans le dos. C'est quand même assez parlant, mais c'est pas tout à fait faux. Et puis alors, cette diapo veut montrer autre chose. Faire toucher d'autres choses. Vous avez un livre qui s'appelait Pourquoi j'ai mangé mon père. Il y a d'ailleurs une version au cinéma, mais il paraît que c'est pas si bien, je l'ai pas vu, mais le livre est excellent, parce qu'il se place à l'époque de Cro-Magnon, d'Homme de Pierre, de la préhistoire. Alors d'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui dit: mais tu te rends pas compte, on est encore à la préhistoire, quoi. Ce qui est d'ailleurs vrai. Et il veut toujours innover. Et chaque fois qu'il fait une innovation, c'est une catastrophe. Par exemple, il dit à sa femme: bon, on a 4 enfants maintenant, on pourrait peut-être changer de caverne pour aller dans une plus grande. Sa femme lui dit: écoute, tu vas me mettre, je vais aménager ici, tout ça. Alors finalement, elles le suivent, vont dans une caverne, et quand ils sont installés, en pleine nuit, il y a un ours qui arrive, qui commence à les attaquer. Et donc, l'innovation est dangereuse. Et Pourquoi j'ai mangé mon père montre pourquoi les innovateurs sont complètement insupportables pour une organisation si on commence à les suivre. Alors du coup, on en arrive à quelque chose que j'appelle le paradoxe de Cro-Magnon. C'est-à-dire, si vous regardez les mots qui sont en gros, tout le monde adore le rêve, l'utopie, l'humour, le changement, l'audace, la fantaisie. Si je vous dis tous ces mots, vous trouvez que ce sont des mots très positifs. Par contre, si j'emploie maintenant les mots qui caractérisent les personnes qui portent ça, là, on va dire que ce sont des incontrôlables, des doux rêveurs, des fantaisistes, des utopistes, des impertinents, des agitateurs, des rigolos, selon on ne les aime pas. Donc on aime bien l'innovation, si vous voulez, mais on n'aime pas les innovateurs. Et ça, on le vit parfaitement en ce moment. L'innovation, c'est bien. Et un tel, il nous enquiquine. Voilà. Voilà. Puis encore une chose qui est encore une difficulté, c'est la difficulté à coopérer. Alors ça, je l'ai sorti d'un livre d'André Gide, c'est pas d'aujourd'hui, mais j'ai trouvé ce passage absolument délicieux. C'est-à-dire, Gide raconte qu'il rentre dans un café et qu'il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qu'il connaît qui est en train de partir du café et qui a l'air assez contrarié. Et il voit qu'il est resté au bar quelqu'un qui aussi n'a pas l'air très content. Alors il va voir celui qui est resté au bar et il lui dit: mais c'est un tel qui vient de partir? Ben, il dit: ça n'a pas l'air d'aller entre vous. Et là, l'autre lui répond: ben oui, il a inventé le bouton. Il a dû vous le dire. Et moi, j'ai inventé la boutonnière. Et alors là, vous êtes brouillés nécessairement. C'est ce nécessairement qui est formidable. C'est-à-dire, c'est la jalousie qui fait que de toute façon, on a beaucoup de mal à avancer dans l'innovation parce qu'il faut coopérer. Et que comme il faut coopérer, ben, il faut accepter que les boutons, le créateur du bouton et l'inventeur de la boutonnière travaillent ensemble. Et je trouve que c'est très vrai que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que vous voyez dans une organisation, quand quelqu'un a une idée, ben, un autre a la même, alors on le lâche comme ça, mais je l'avais eu avant, c'est comme si c'était important. Peut-être c'est casse-pied qu'il fasse ça, parce que moi j'aurais aimé le faire, etc. Voilà. Donc les difficultés de coopérer sont aussi un obstacle à l'innovation. Et puis alors j'en ai mis un dernier, là c'est pour le plaisir, c'est la nostalgie, parce que ça compte aussi. Mais je ne vais pas insister dessus. À gauche, à la photo, c'est mon arrière-arrière-grand-père.
était montreur 12 dans les Hautes-Vallées de l'Ariège. Et à droite, la photo, c'est mon fils. Voilà. Donc on peut avoir la nostalgie. Bon, le premier était avec les ours, l'autre avec l'ordinateur. Et à côté, j'ai mis les métiers, les vieux métiers. Vous voyez, tous les vieux métiers, le puisatier, le remouleur, le poinçonneur, c'est quand même, c'est triste que ça ait disparu. Mais de l'autre côté, vous avez les métiers qui apparaissent ou qui vont apparaître. Il y aura des pilotes d'objets connectés, il y aura des éclairs tendance, il y aura des explorateurs de réseau, des coches digitaux, etc. Et ces nouveaux métiers, après tout, n'ont pas moins d'intérêt que les premiers. En attendant, on est attaché à ceux qu'on connaît, et comme les autres on ne les connaît pas encore, on s'en méfie un petit peu. Donc la nostalgie peut aussi jouer. Alors, on a vu l'innovation, la transformation nécessaire, on a vu l'importance de la mettre au cœur de la stratégie, on a vu aussi quels étaient les principaux freins, et maintenant je suis pour cette dernière partie sur ce qui est les attitudes que j'ai appelées propulsives, pour la raison que Jean-Yves a donnée tout à l'heure, c'est que j'aime beaucoup ce mot, c'est-à-dire c'est des attitudes qui vont pousser l'innovation en avant dans l'organisation. Et je mets tout ça à partir du vécu, c'est peut-être un peu désordonné, mais en tout cas, c'est vraiment la vision que j'en ai aujourd'hui. Et donc la première chose, et je la mets avant tout, c'est l'enthousiasme des collaborateurs. Je reviens là-dessus. Mais la question n'est pas de savoir si je suis joyeux, si on est joyeux, etc. La question est qu'une organisation innove, comme je l'ai défini tout à l'heure, si on a libéré l'enthousiasme des gens. On va me dire, est-ce que c'est vraiment un sujet? Oui. La réponse, oui, c'est un sujet. Vous voyez, j'ai mis un livre, la couverture d'un livre, qui est un livre qui a été écrit par La Boétie, l'ami de Montaigne. Vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. 6 siècles. Et La Boétie, il est mort très jeune. Et il a mis son énergie à écrire ce livre, qui s'appelle Le discours sur la servitude volontaire. Et il dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la société. Alors, il ne parlait pas des entreprises, ça n'existait pas tellement. Et il dit, mais pourquoi les hommes se sont battus pour avoir la liberté, et dès qu'ils ont la liberté, ils rentrent dans une autre servitude? Alors, il parlait des gouvernants. Il dit, pourquoi est-ce que n'importe quel souverain peut imposer sa loi et se montrer parfois cruel, et les gens l'acceptent? Et alors, il est arrivé à la conclusion, il a dit, si on veut sortir de cette servitude, c'est-à-dire gagner sa liberté, ben, il y a une seule façon, il faut avoir le désir de le faire. Le désir. Et il dit, finalement, c'est le désir d'en sortir qui fait que l'homme devient libre. Sinon, l'homme est naturellement plutôt préfère la servitude. Bon, c'est un peu dur, on peut critiquer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je trouve que c'est fort. Et je me dis, dans l'entreprise aujourd'hui, ben, ça peut être une tendance. C'est-à-dire, après tout, j'ai signé mon contrat de travail. Maintenant, c'est au patron de décider ce qui est bon. Hein, moi, j'arrive à telle heure, je sors à telle heure, voilà. Puis j'ai ma RTT. Ça peut être ça. Ou bien ça peut être, non, je suis vraiment enthousiaste, j'aime ce que je fais, je comprends. Et c'est très difficile. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a rien de plus important dans une entreprise aujourd'hui, et pour n'importe quel dirigeant, que de s'interroger là-dessus. Tout le reste est secondaire. On s'en fout. Vous aurez toujours quelqu'un qui sera capable de vous dépatouiller un problème technique. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous aider sur un problème juridique. Vous aurez quelqu'un qui regardera les tableaux de bord, mais si vous ne les regardez pas tous, c'est pas le sujet. Mais si quand vous vous levez le matin, vous ne vous posez pas la question de savoir comment les gens vont être plus optimistes dans la boîte et avoir envie davantage de bosser, vous passez à côté de tout. Il y a des gens qui se plongent dans leur tableau de bord, qui se plongent dans leurs outils de suivi, et ils pensent que c'est comme ça qu'ils font pousser l'herbe. Ils sont contents le soir parce qu'ils disent j'ai fait le boulot. En fait, ils n'ont pas fait le boulot. Ceci dit, je n'ai pas la réponse. Je sais simplement que c'est la question majeure. Alors comment on fait? Ben, on sait quand même qu'il y a des ingrédients qui sont l'esprit d'ouverture, bien affirmer les finalités, les utilités de l'entreprise, mettre en place un management collaboratif, accepter que les sensibilités s'expriment, tenir des réunions comme ce soir. Voilà. Tout ça, c'est de nature à faire pousser l'enthousiasme et il y aura plus d'envie d'agir, plus de créativité, plus d'optimisme, etc. Si vous n'avez pas cette culture, ce climat interne, vous ne pouvez pas innover. Et je le mets en premier. L'innovation, ça ne s'appelle pas comme tout à coup une volonté. Il faut qu'il y ait un climat pour ça. Voilà. Alors sur le sens, comme je suis à Saint-Brieuc, je dis, ouais, c'est la grande capitale, la grande région des coquillages, il faut mettre... Voilà. Alors j'ai mis un Bernard l'Ermite, parce que ça c'est quelque chose que je voulais vraiment vous dire aussi. Il y a des tas d'organisations où il y a des gens qui occupent des postes, mais finalement la finalité de l'organisation, ils s'en foutent. Je suis un peu dur, hein. C'est pas leur sujet. Leur sujet c'est le compte d'exploitation, le résultat et leur salaire.
Et finalement, ce pourquoi l'organisation a été faite, ce pourquoi la finalité de la société, c'est pas leur sujet majeur. Alors je les compare au Bernard l'Ermite, vous savez, il prend une coquille de mollusque et il se développe à l'intérieur. Voilà. Ils font leur maison et ça ne gêne pas. Alors ça c'est très très important ce que je dis parce que, à mon avis, parce que les salariés dans une organisation, ils le sentent tout de suite. Dès qu'ils sentent à travers un geste ou un autre que finalement c'est pas la finalité de l'entreprise qui préoccupe les dirigeants, ben, ils ne peuvent pas être enthousiastes. Et ils le voient, mais maintenant, immédiatement. Si par contre, il y a une grande cohérence, c'est-à-dire qu'on affirme très clairement ce pourquoi on est fait, là où on veut aller, quel est le destin qu'on veut faire vivre à l'organisation, alors à ce moment-là, vous avez de l'adhésion. Parce que c'est sincère. Parce que les gens voient que c'est vrai. Parce qu'ils voient que c'est... Et ça aussi, vous voyez, je parle d'innovation, mais je vous parle de ça d'abord, parce que c'est ça d'abord. Voilà, si vous avez des comportements de Bernard l'Ermite, soyez pas surpris que l'entreprise n'innove pas. Alors il y a un mec qui s'appelle Isaac Getz, qui a écrit un bouquin sur la liberté, le management de la liberté, différents livres d'ailleurs il a écrit, qui développe beaucoup cette idée, et qui demande pourquoi, quand on recrute... quand on regarde ce que sont devenus les gens recrutés 5 ans avant dans une entreprise, pourquoi il y en a 70% qui sont activement démotivés? Donc ils ne posent pas une autre question que celle que je viens de poser. Quand vous les avez recrutés, ces gens-là avaient envie de bosser. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez pu les esquinter? Alors moi, en tant qu'ancien patron, c'est la différence avec Getz, lui c'est un professeur, donc il peut critiquer les autres. Moi je suis dans la soupe, je dis c'est difficile, mais c'est quand même la vraie question. Voilà. Et donc on sait bien que plus les salariés seront impliqués, vous voyez bien, plus ils seront responsables de leur propre contribution, plus ils innoveront et plus l'entreprise innovera. Ça va de soi. C'est très lié. Alors, vous avez les innovateurs. Je vous en ai parlé tout de suite. Il y a une discipline, même quand ils sont casse-pieds, même quand vous trouvez que les idées ne sont pas bonnes, il faut toujours valoriser les innovateurs. Toujours. Faites-leur un piédestal. Même quand tout le monde vous dit que bon, ils ne sont pas très sérieux, etc. Il faut les protéger. Alors pourquoi il faut les protéger? C'est le transparent suivant qui le dit clairement. Et je veux m'arrêter une seconde dessus. En gros, dans toute organisation humaine, et donc dans les entreprises, vous n'avez pas plus de 10%, on peut chipoter 12%, mais vous avez en gros 10% de personnes qui sont vraiment innovateurs, je les appelle les militants. C'est qui ces gens-là? Vous les connaissez. C'est des gens, même le dimanche, ils vont venir vous envoyer un message pour dire j'ai eu une idée. Vous avez un problème quelque part, il y a une machine qui ne marche pas, c'est le premier qui vont venir la réparer. Ils vont toujours être là, même quand ce n'est pas leur domaine, pour que l'entreprise marche bien. Ils la portent là. Hein, la marque est là, ils sont prêts à tout faire. Voilà. Donc ces gens-là, qui sont, à mon avis, formidables, parfois un peu casse-pieds, bien sûr, eh bien, ils ne font pas plus de 10%. Alors pourquoi pas plus de 10%? À cause de Cro-Magnon. C'est que si tout le monde était comme ça, la vie serait intenable. Parce que ces gens veulent se changer de caverne tout le temps, etc. Donc ils vous font prendre des risques. Donc heureusement, nous avons aussi 50% de routiniers. Alors les routiniers sont des gens qui arrivent à l'heure, qui partent à l'heure, et qui rangent toujours leur bureau. Et ils trouvent que les autres sont brouillons. Et ils vous disent, moi je préfère travailler sérieusement. Et alors, il faut, pendant un temps, il y a vraiment beaucoup de vécu, là, pendant un temps, je leur en voulais. Personnellement, quoi, quand même. Et après, j'ai compris qu'ils étaient extrêmement utiles à l'organisation. Les organisations ont besoin des routiniers. Ce sont eux qui apportent cette lenteur qui, en même temps, est l'efficacité au jour le jour, etc. Heureusement qu'il n'y a pas 100% de militants. Voilà. Alors vous avez après les agiles. Les agiles, c'est pas compliqué, c'est des gens qui pourraient être militants s'ils osaient. Mais ils n'osent pas. Il y a toujours une règle qui ne va pas, il y a toujours un truc, ils ne veulent pas. Puis en plus, ils savent que par rapport au patron, il vaut mieux pas être militant. Puisque les militants se font descendre. Ils prennent la flèche dans le dos. Donc il vaut mieux rester agile. Hein, pas mal, mais quand même pas trop. Alors vous avez un équilibre comme ça qui se fait. Comme cet équilibre est très déséquilibré, si ce n'est pas les dirigeants qui soutiennent les militants, les autres les descendent. Hein. Ne cherchez pas. Hein. Il y a un parti pris indispensable. Sinon, vous n'innovez pas. D'ailleurs, vous arrivez, vous décidez de scanter les militants, vous n'embêtez que 10% des personnes. Hein. Vous dites à partir de maintenant, on arrête. Hein. De la discipline, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Vous venez au micro, vous dites maintenant, on va mettre de la discipline, peu d'ordre. Ça veut dire simplement, on tue les militants. Le message est très clair. Vous ne tuez que 10%.
Vous avez toujours 90% des gens qui trouvent que c'est très bien. Seulement, votre entreprise n'innove plus. Je pense qu'on pourrait être plus loin là-dessus, mais c'est un vrai sujet. Donc, il faut laisser les militants agir. Non seulement il faut les soutenir, mais ne jamais se dire « telle idée ne me paraît pas terrible ». Vous ne savez pas si l'idée n'est pas terrible. Bon, une fois, j'ai reçu une collaboratrice, elle avait une idée qui ne me paraissait pas terrible. Je me suis fait violence en appliquant ça. Je lui ai dit « continuez, je vous soutiens, allez-y ». Elle a créé un truc formidable. Elle a créé un truc formidable qui, petit à petit, est en train de se répandre un peu partout en France. C'est sur le tourisme et qui, petit à petit, va être même repris par le groupe. Alors que je ne le sentais pas. Personne ne le sentait. Donc vous avez... je lui dis d'ailleurs, hein, comme ça. Je lui dis, moi franchement, ben là, je vais vous dire, hein, quand vous avez commencé, hein, j'y croyais pas. Mais voilà, donc je sais qu'il ne faut pas dire une idée de vaurienne. Voilà. Il n'y a pas de mauvaises idées, il y a des mauvaises façons de les mettre en œuvre. Disent certains, je ne suis pas loin de le penser. Ben oui, puis vous avez en dessous, il y avait marqué attention, ça pourrait bien marcher. Ça, c'est un truc humoristique. Quand quelqu'un arrive avec une idée comme ça, vous dites, faites gaffe, hein, ça pourrait marcher votre affaire. C'est-à-dire, on l'accompagne avec humour. Évidemment que souvent ça ne marche pas, mais ce n'est pas le sujet, on soutient. Voilà. Après, vous avez 1.3, l'écoute des clients. L'écoute des clients, on n'en parle jamais assez. Parce que, alors, quand vous êtes dans une période, voyez, d'optimisation, vous pouvez vous contenter d'écouter le client une fois par an. Quand vous êtes dans des périodes de transformation, il faut les écouter tout le temps. Tout le temps. Le moindre bruit est important. Dans une société qui se transforme, il faut écouter les gens tout le temps. Vous ne savez pas à quelle vitesse peuvent changer les sentiments, les idées, etc. Et donc, il faut que l'entreprise s'organise pour écouter ses clients en permanence, et pas seulement une fois par hasard. Voyez, donc, vous avez un certain nombre d'outils qui permettent de le faire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et quand vous conduisez un projet, eh bien, de la même façon, il faut toujours interroger les clients avant, pendant, après. On voit encore des gens qui développent des projets en cachant la copie, puis après ils arrivent tout le temps, ça y est, parce qu'ils sont persuadés que ce qu'ils vont faire est extraordinaire. Et ça fait quoi? Ça fait plouf. Parce que c'est sans doute très bien, mais c'est pas du tout ce que les gens voulaient. Tu as des exemples, j'en ai. Et ça fait râler, on dit, ça fait 3 ans qu'on est là-dessus, on savait que ça tombe. Mais ça fait rien. C'est les anciennes méthodes, si vous voulez. Dans des méthodes de transformation, écoutez, écoutez, écoutez. Et pour écouter les clients, alors, vous voyez, j'ai marqué quand même appréciation à ligne de coup de cœur, coup de gueule, il faut ouvrir. Il faut ouvrir au client. Il faut accepter qu'il parle. Il faut lui dire, non, mais parlez, on écoute. Vous voyez? Donc, pas de retenue là-dessus. Et puis, alors, en même temps, vous écoutez les clients, c'est très bien, mais j'aurais dû le mettre avant, parce que maintenant, dans ma tête, de mon expérience, ça passe avant, on écoute les salariés. C'est pas naturel de se dire, tiens, mais je vais écouter les salariés. Et pourtant, qui c'est qui est près des clients tout le temps? C'est les salariés. Les salariés voient des tas de choses dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, mais surtout dans les entreprises commerciales. Ils voient des tas de choses que les patrons ne voient pas, et même que les clients ne vont pas dire. Les premiers à comprendre ce que les clients sont en train de ressentir positivement ou négativement, c'est quand même eux. Donc il faut leur donner aussi, de la même façon, les possibilités à toute liberté de s'exprimer, leur mettre aussi des sites coup de cœur, coup de gueule où ils puissent parler. Leur expression est fondamentale. Certains pensent que c'est un peu de la démagogie, inévitablement quand on parle de relations humaines. Je dis clairement, non, c'est tourné vers l'efficacité de la boîte. Voilà. Alors, la bureaucratie. Je ne sais pas si j'ai besoin de commenter, mais ça, c'est un poison pour l'innovation. C'est-à-dire, vous commencez un projet, vous dites, j'ai une idée, on pourrait faire ça. Alors on dit, bon, tu sais très bien, je te l'ai dit déjà, il faut passer au comité intel. Tu as fait le comité de conformité là-dessus? Attention. Si tu n'utilises pas la procédure et le document intel, ça ne passera jamais. Est-ce que tu as seulement pensé à... Alors voilà, ça s'accumule, et on passe notre temps à nous encombrer la vie. Alors le problème de la bureaucratie, c'est que non seulement ça empêche d'avancer, mais alors en plus ça bouffe le temps. Vous n'avez pas remarqué? On peut occuper entièrement ses journées, ses semaines, ses mois à faire des choses qui répondent finalement à des préoccupations de papier, d'administration, de documents, etc. Et alors, dès que quelqu'un a un poste de responsabilité, si on ne fait pas attention, la première chose qu'il fait, c'est de faire de la bureaucratie. Il est nommé depuis 3 jours, paf, il fait une note. Il faut se méfier quand on dit ça, parce que parfois il y a quelqu'un dans la salle qui est peut-être nommé depuis 3 jours et qui en a fait 2. Mais enfin, je regarde tout de suite comment je vais pouvoir un petit peu marquer mon pouvoir en contraignant les autres.
Alors je propose une chose là-dessus, on pourrait là aussi, il y a eu des bouquins là-dessus, hein, d'ailleurs j'aurais dû le mettre, il y a Le client et le bureaucrate de Dupuis, Dupuis a fait plusieurs livres là-dessus, ça me passionne, c'est un sociologue. Moi je suis pas sur la théorie, là je suis sur la pratique, c'est une préconisation, je coupe mon temps en 3. Le tiers du temps, c'est de la présence avec les salariés, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, parce que c'est eux qui voient ce qui se passe. Le second tiers, c'est l'expertise. Là, je m'occupe vraiment du cœur de mon métier. Et puis le troisième tiers, c'est l'ouverture. Et là, je prends du temps pour m'ouvrir aux autres entités de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Et si je pratique ça, je suis sûr de ne pas passer plus du tiers de mon temps à m'occuper de mes tableaux de bord, mes trucs, etc. Donc, je suis obligé de déléguer. Formidable pour innover. Déléguons. C'est fou le temps qu'on passe à faire des choses que d'autres auraient fait, je vais dire aussi bien, pour ne pas être méchant. Et oui, parce que si vous ne déléguez pas, il y a des comités de plus, il y a des comités de plus. Alors à ce moment-là, il y a des réunions de plus, des réunions de plus, ça fait la bureaucratie. On remplit nos réunions, nos journées de réunion, et on est rassuré. Vous avez la transversalité. Voilà un sujet, vous voyez, il faut de la transversalité si on veut combattre la bureaucratie. Alors là, je ne connais pas, là aussi, il y a des dirigeants qui disent pas il faut mettre plus de transversalité dans le fonctionnement. Mais après, on dit alors qu'est-ce que vous faites? En général, c'est oui, mais c'est quoi? C'est un principe de mettre la transversalité. Vous mettez de la transversalité, Philippe? S'il me répond oui, je lui donne le micro, je lui dis c'est comment, il est sec. Alors, donc, je vous dis simplement là-dessus, il y a des choses à faire. Par exemple, chaque responsable a non seulement son domaine de responsabilité, par exemple il est directeur financier, ça peut arriver à des gens très bien, hein, mais en plus il est responsable par exemple de détecter les talents dans l'entreprise. Vous voyez, c'est pas une fonction, il ne marche pas sur les pieds de la directrice des ressources humaines, mais il a une vision transversale. Voilà. Ou bien alors, il va s'occuper de chercher, j'ai marqué créateur de passerelle, pourquoi pas. Il va regarder dans l'entreprise, chaque fois qu'il y a des gens qui ne se parlent pas assez, il va être sensible à ça, il va dire j'interviens en tant que créateur de passerelle, voilà. Alors qu'il est directeur de la production. Vous voyez. Donc l'idée, c'est de dire on met d'autres responsabilités. Puis il y a une autre idée, alors ça marche très bien, je peux vous le dire parce que je l'ai vu, c'est des réseaux. Mais il faut accepter, hein. Il faut accepter, les dirigeants doivent accepter qu'il y ait des réseaux. Alors les réseaux, c'est quoi? Par exemple, vous avez des réseaux de secouristes. Je prends cet exemple-là parce que c'est le plus bête. On forme des secouristes, on a des secouristes en chef qui animent, et les gens, c'est un badge en quelque sorte. Ils sont secouristes, ils se retrouvent de temps en temps à des réunions de secouristes. Donc ça met de la transversalité. Alors dans l'entreprise où j'étais, on m'a dit d'accord, mais un seul par unité. Je dis pourquoi? Ben, pour éviter que tout le monde veuille devenir secouriste, Jean. Je dis d'accord, mais alors, si le secouriste se trouve mal, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ben, on a eu le même problème pour tout. La bureaucratie, si vous voulez, c'est que dès que vous apportez un sujet, il y a toujours quelqu'un, et en général d'ailleurs une majorité, pour dire on va essayer de mettre des limites, de mettre des règles, de mettre tout ça, voilà. C'est idiot, si tout le monde veut être secouriste, tout le monde, absolument tout le monde. Mais je dis, tant mieux. L'entreprise affiche en gros, chez nous, tout le monde est secouriste. C'est pas bien. Qu'est-ce que ça a coûté? Voilà. Donc, et en plus, c'est responsable socialement. Donc, on ne s'arrête pas à ça. Alors, vous pouvez avoir des animateurs, des aides sur le digital, vous pouvez avoir des formateurs, vous pouvez avoir tout ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai appelé en bas, casser les silos, tomber les cloisons. C'est-à-dire, il faut prendre un certain nombre de dispositions qui font que les gens vont se retrouver dans des situations où ils sont obligés de coopérer. À partir du moment où ils coopèrent en transversal, ils se connaissent. À partir du moment où ils se connaissent, il n'y a plus de problème. L'essentiel des silos, c'est les gens qui ne se connaissent pas. J'ai remarqué que dès qu'on se connaît, on trouve que ça passe beaucoup mieux. Voilà. Et puis vous avez le clonage. Ça, c'est pour les relations humaines. Si on ne prend pas les dispositions pour éviter de recruter toujours les mêmes profils, et si on ne se méfie pas de la diversité au niveau des principaux managers d'une organisation, toute l'organisation fonctionne pareil. Vous avez une règle, c'est que les gens ne s'intéressent qu'à ceux qui intéressent leurs supérieurs. Donc si tout le monde s'intéresse, si le patron ne s'intéresse pas à tel sujet et que son équipe ne s'intéresse du coup pas à ce sujet, plus personne dans l'entreprise ne s'intéresse à ce sujet. C'est comme ça, vous le constaterez. Ou alors ça devient un 10% la militant, on lui dit tais-toi. Voilà. Et donc vous avez une nécessité de développer la diversité. C'est fondamental parce que c'est de la diversité que viendra aussi l'innovation. S'il y a trop de clonage, il n'y a pas d'innovation. Et puis un dernier mot sur les contrôleurs. Parce que souvent, on me dit, ah ben oui, mais on peut quand même pas trop avancer à cause de la conformité quand même. Là, il y a des règles. On ne fait pas n'importe quoi avec l'application des règles quand même. Et c'est vrai.
et c'est vrai, mais ça je peux vous le dire, vraiment, vous avez des gens dans ces métiers qui, au lieu de chercher à dire non, parce que ça existe, hein, des gens qui, dès qu'on leur pose une question, ils ont envie de dire non. Pourquoi? Parce que d'abord c'est plus vite fait, ça leur demande pas trop de travail, et ensuite ils prennent aucun risque. Puisqu'ils ont dit non. Donc surtout par rapport aux innovations, il vaut mieux dire non, comme ça on prend aucun risque. Mais vous en avez qui ont une culture, des personnes, une culture au contraire de dire on va regarder comment on peut faire. Et je peux vous dire que ça, pour une entreprise, pour l'innovation, c'est absolument extraordinairement positif. Qu'est-ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir traiter les questions? Voilà, je regarde comment on va pouvoir traiter la question. Alors, j'ai mis en point 5 les agilités numériques. Là, je ne vais pas, je pense, vous surprendre. Vous voyez, mais je le mets qu'en point 5. Tout le monde parle de numérique, numérique, numérique. Oui, ça en fait partie. Et il faut que tout le monde cultive les agilités numériques. Et il faut, dans les recrutements, c'est pour ça que j'ai mis le test d'agilité numérique, dans les recrutements de collaborateurs, il faut s'assurer qu'il y a un minimum d'agilité numérique. Il faut que les managers aient évidemment de l'agilité numérique, bien sûr, et multiplier les animations, les informations, tout ça. Mais pourquoi? Parce que dans tous les métiers de l'entreprise, quels qu'ils soient, vous avez à un moment donné à conjuguer le numérique et l'humain. Au lieu de regarder les choses en disant il y a le numérique d'un côté qui nous bouffe du boulot et puis l'humain de l'autre, soit je fais les choses, je fais travailler les personnes, soit je fais travailler l'ordinateur. Au lieu de raisonner comme ça, on raisonne en disant chacun dans son métier doit s'approprier le numérique et l'utiliser comme l'outil. C'est un changement, c'est une vision différente. Et à partir de là, on arrive, au lieu d'écarter les deux cercles, on les rapproche. Et quand on les rapproche, on voit bien qu'on peut innover si on maîtrise le numérique, hein, à condition de concevoir ces outils, de les piloter, etc., de savoir s'en servir, de les maîtriser. Et de l'autre côté, l'humain, du coup, peut garder ce qui est sa propre spécificité, notamment l'empathie. Je dis souvent, je n'ai jamais vu un robot capable d'empathie. Donc ça, c'est quelque chose que les machines nous prendront jamais. On peut faire semblant de dire je suis très touché par ce qui vous arrive, mais ça n'a évidemment aucune crédibilité. L'émotion est humaine et je crois que ça le restera, ça. Donc vous voyez, c'est pour ça, pour arriver à ce mariage, qu'il faut développer le numérique. Alors là, une remarque au passage. Il y a une dame qui s'appelle Laure Bello, qui a écrit, elle est journaliste au Monde. Elle a écrit un livre qui s'appelle La déconnexion des élites. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Surtout la première partie du livre. Et en fait, son histoire est la suivante. Elle décide, en tant que journaliste, elle décide de faire un papier sur les nouveaux réseaux sociaux et les nouvelles plateformes de peer-to-peer. Là. Et notamment, elle est passionnée par le bond qu'est en train de faire en France, le Bon Coin. Donc, elle fait un tour de table et elle invite les gens qu'elle connaît. C'est-à-dire, il y a un sociologue, un professeur d'université, vous voyez, 2 dirigeants d'entreprise, voilà. Et ils sont là, 7 ou 8 autour de la table. Et alors, elle leur dit, voilà, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que je voulais vous parler de l'essor du Bon Coin. Et alors, elle dit, je fais le tour de la table. Vous connaissez? Et tous? Non. C'est-à-dire, aucun n'est allé dessus. Donc vous avez un service qui concerne maintenant des millions de Français, et vous avez évidemment toute une catégorie de gens qui n'en ont pas besoin. Donc comme ils n'en ont pas besoin, vous savez, c'est le coût du prix de la baguette de pain aux candidats au parti politique, ou du ticket de métro. Évidemment, ils n'achètent jamais un pain ni un métro, donc un ticket de métro, donc ils ne savent pas. Et là, c'est pareil. Et s'ils ne savent pas, l'entreprise va avoir du mal, si vous voulez, à intégrer. Donc ça, c'est un point majeur. C'est pour ça que j'écris que l'intensité numérique est proportionnelle à celle des dirigeants. C'est eux qui le fixent. Il y a ensuite les modes de fonctionnement. Quand c'est les modes de fonctionnement, j'ai juste un mot méchant à dire pour les comités. Les comités tuent l'innovation. Alors pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais vu 50%, plus de la moitié des gens, être favorables à une innovation. Sinon, ce n'est pas une innovation. Dès que quelque chose est vraiment innovant, vous ne pouvez pas avoir la majorité. Pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, les routiniers sont contre, etc. quoi. Donc vous avez naturellement, autour d'un comité, vous avez de fortes chances que ça ne passe pas. Ensuite, dans un comité, vous avez remarqué que si une personne veut faire quelque chose et que les autres ne veulent pas, vous avez remarqué qu'on ne le fait pas. Mais je vous fais remarquer que si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose et que tous les autres le veulent, on ne le fait pas non plus. Vous n'avez pas remarqué? Parce que c'est trop embêtant, si on le fait et que ça ne marche pas, de le voir fanfaronner partout pour dire j'avais bien dit qu'il ne fallait pas le faire. Quoi. Alors donc du coup, on ne le fait pas. Et donc les comités tuent les innovations. Alors ils tuent pas évidemment
violemment. Et, ils disent ouais, on devrait le faire un peu plus comme ça. Il faudrait que vous le revoyiez. Allez regarder quand même tout ça, vous reviendrez, etc. C'est-à-dire vous cassez en fait le porteur de projet. Il est tout enthousiaste pour montrer son truc. Il repart avec un truc qui ressemble plus à ce qu'il a porté. Donc pour ça, il y a des recettes aussi. C'est qu'il vaut mieux prendre les sujets d'innovation dans un groupe qui n'est pas un comité pour secouer les idées dès le début, que tout le monde déverse tout ce qui passe de positif et de négatif, et après, on laisse le porteur de projet travailler tout seul. Voilà, ça, je ne vais même pas le commenter. Travailler en mode agile, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'aller très vite, il faut accepter de se tromper. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus appliqué, et selon le principe que la perfection, c'est pas quelque chose qui s'obtient tout de suite, c'est la perfection n'est jamais que le résultat de la correction des erreurs. Voilà, et c'est comme ça que travaillent les startups. Hein. Elles se trompent beaucoup, elles mettent des trucs qui vont pas, les gens râlent, elles corrigent, voilà. Plutôt que de vouloir travailler très très longuement sur un projet qui sera parfait, mais qui servira à rien, quoi. Et puis ça, c'est une façon aussi de développer l'innovation, à laquelle je tiens beaucoup, c'est les startups internes. C'est-à-dire, plutôt que d'admirer les startups de l'extérieur, on en crée à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une équipe, 5, 6 personnes, qui prennent un sujet, on leur dit vous avez carte blanche. Surtout, on le confie à ceux qui ont eu l'idée. Comme le nombre de fois où on dit ouais, l'idée est bonne, mais c'est un tel qui va la développer. Non, mais on voit ça tout le temps, quoi. C'est incroyable. Non, si quelqu'un a envie, c'est lui qui fait. On lui donne carte blanche, on met le projet en prioritaire, et l'équipe, on lui donne un temps limité. Alors il faut toujours donner un temps limité. Si vous ne donnez pas un temps limité, les gens recherchent la perfection, ils se plantent, ça ne marche plus. Donc il faut leur dire il y a 3 mois, dans 3 mois, il faut livrer. Très important, ça. Un jour, j'ai entendu une productrice de cinéma qui disait heureusement, j'ai peu de moyens, elle dit. Sinon, j'aurais jamais fini le film. Vous arrivez pour tourner, il est prévu une séquence dans le soleil, il pleut. Si vous avez beaucoup de moyens, vous dites on va attendre qu'il fasse soleil. Voilà. Mais si vous n'avez pas de moyens, vous dites on change, on va le faire sous la pluie. Et c'est là que vous êtes bon. Parce que vous êtes obligé d'être plus spontané, etc. Et donc je pense que pour l'innovation, c'est pareil, il vaut mieux travailler comme ça. Et puis, enfin, savoir, mais je sais que c'est la démarche que vous faites ici, Président, vous en avez parlé aussi, et ça me paraît vraiment fondamental, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'accueillir des startups, ce qui est très bien dans des villages, mais il s'agit de développer des coopérations avec elles. C'est votre projet, c'est pour ça que vous les mettez si près, c'est-à-dire comment je fais pour que, en même temps que je soutiens les startups, j'acquière un peu de leur culture, voyez. Il ne s'agit pas de les soutenir et ils vivent leur vie, nous on vit la nôtre, il s'agit de mélanger les équipes. C'est très important, cette question de la coopération est une question très difficile, sur laquelle aujourd'hui, je peux vous dire, toutes les entreprises se posent la question. C'est comment je fais pour coopérer. Et que, évidemment, à partir du moment que vous avez l'écart que j'ai qualifié tout à l'heure, c'est très difficile, parce qu'il faut commencer par se comprendre. C'est pour ça qu'il faut commencer à comprendre que la start-up est dans une vision de flux, alors que nous sommes dans une vision de stock, bien acter ça. Et une fois qu'on a vu ça, on peut commencer à discuter avec elle pour dire, bon, regardons vos priorités, les nôtres, et comment on peut travailler ensemble. C'est tout ce que j'ai appelé la nécessaire symbiose entre les entreprises et les start-up. Voilà. Alors, j'ai dit non, c'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. J'en ai toujours un dernier pour les directeurs et directrices des relations humaines. Voilà. Qui est un principe fondamental. C'est que quand on innove à l'entreprise, c'est mon expérience qui parle, mais quand on innove à l'entreprise, toujours commencer par les innovations qui concernent les salariés. Ça saute pas aux yeux ce que je dis là, mais je vous assure que quand vous commencez comme ça, quand les salariés voient l'intérêt de l'innovation pour eux, à ce moment-là, ils deviennent prescripteurs pour tout le monde et ils vont chercher à la développer pour les clients. S'ils n'ont pas vu que pour eux c'était utile, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je conseille de toujours commencer par des innovations qui les concernent. Vous avez, c'est l'Indien qui a écrit ce livre, Les employés d'abord, les clients ensuite. Ça a fait un tabac il y a 18 mois à peu près, dans le monde entier. Alors qu'il a dit une chose qui est une banalité. Plus je lisais ce livre, je me disais, mais c'est quand même pas possible, en plus c'est mal écrit. Le mec, il a découvert que si on voulait bien s'occuper des clients, il fallait bien s'occuper des salariés, le type. Ça nous vient d'Inde. Voilà. Non, mais parfois, il y a des trucs, c'est quand même désarmant, quoi. Parce que, bien évidemment. Alors, vous avez un domaine dans lequel, notamment, vous pouvez innover pour les salariés, et tous les salariés peuvent innover, dans tous les domaines, c'est la responsabilité sociale, RSE. Ça concerne tout le monde.
Il y a partout des choses à faire. Partout, les gens peuvent avoir une idée et innover. Et en plus, ça peut leur apporter, à titre personnel, pour leur propre vie. C'est pour ça que la RSE est, à mon avis, un domaine dans lequel toutes les entreprises devraient fortement innover. Dans l'entreprise que je dirigeais, pourquoi j'ai découvert tout ça? Parce qu'on a mis en place une innovation qui a été réduire les distances domicile-travail avec les salariés. Et quand on met une innovation comme celle-là en place, ça ne concerne que l'avantage des salariés. D'un seul coup, ça, vous voyez, ils ont une dimension RSE et c'est perçu très positivement par les gens qui comprennent à quoi sert le changement, la transformation, l'innovation. Voilà, je finis en vous disant que celui-là, je le passe, en vous disant ça. En gros, il y a deux raisons qui peuvent amener les entreprises à changer. Il y en a une, c'est la contrainte, c'est que vous n'avez pas d'autre choix, parce que vous êtes rattrapé par la patrouille, et que de toute façon, vous avez un effondrement de votre chiffre d'affaires et que vous êtes bien obligé de regarder comment travailler autrement. On peut considérer qu'on va attendre d'avoir l'épée de Damoclès sur la tête pour bouger, ou bien vous changez par plaisir, c'est-à-dire l'ensemble des équipes, avec enthousiasme, regarde chacune comment on vit cette transformation de façon joyeuse. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Place aux questions. Donc, est-ce que les propos vous ont interpellé? Est-ce que ça ressemble à des situations vécues? Oui, en fait, moi, du coup, j'ai peut-être une inquiétude qui, quelque part, non pas pour les entreprises, parce que on côtoie, mon épouse et moi, on côtoie pas mal de chefs d'entreprise qui sont dans cette dynamique, et nous les premiers. Donc ça, de ce côté-là, ça va. Mais c'est par contre au niveau politique. J'ai l'impression qu'actuellement, il y a un sujet fort. Je ne vais pas l'annoncer là parce que vous avez tous compris de quoi je voulais parler. Par rapport au travail, justement. Et quand on voit que finalement, s'il y a une personne qui fait partie de 10% dans le gouvernement qui veut faire avancer les choses, et que je vois que par contre, c'est peut-être 50% de la population qui la refuse. Merci de votre témoignage. Non, mais juste si je peux ajouter quelque chose à votre propos, je partage, mais c'est que simplement aussi, vous voyez, il y a un certain nombre d'évolutions qui paraissent évidentes quand on a compris, par exemple, le développement des indépendants dans le métier, quand on a compris que la transformation allait commencer par supprimer les emplois avant d'en créer, etc. Et qu'il faut, voilà. Donc on prend des décisions, mais ceux qui n'ont pas saisi ça, ne peuvent pas comprendre à quoi ça sert. C'est une des explications quand même. C'est pour ça qu'il faut, je crois, beaucoup travailler sur la compréhension. Ceci dit, alors si on parle de politique, il y a des sujets comme si vous prenez mes trois thèmes, le numérique, le collaboratif et la RSE, on est en plein pour eux aussi. Ils ont de quoi faire, et le collaboratif, vous avez eu, il y a du mal. Hein. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un compte Twitter, ils commencent à comprendre. Et non, c'est d'autres façons de relationner. On va évidemment être dans un monde dans lequel on va être obligé de faire avec le collaboratif. Et pas avec des méthodes, des recettes toutes faites. Merci pour cette présentation joyeuse. Est-ce que aujourd'hui, à travers tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises, on a des sortes de guides? Et là, je parle des chefs d'entreprise. Pour les chefs d'entreprise qui commencent par des référentiels type promotion de l'excellence, etc. Parce que c'est pas un gros mot de faire de l'excellence en termes social non plus. De la même manière qu'on a des guides en certif, mais aujourd'hui assez limités sur la qualité, comment obtenir la qualité d'une production ou d'une organisation. Oui, alors c'est un sujet. J'étais avec. Alors évidemment, ils sont beaucoup moins avancés que vous, puisque c'était dans le Béarn. J'étais à Pau en début de semaine avec une réunion sur la RSE de l'entreprise, justement. Voilà. Et qu'est-ce qui est ressorti de ça? C'est d'abord que on continue. Enfin, il y a une forte dimension d'obligation réglementaire sur la RSE, depuis qu'on est obligé de publier ces rapports et de répondre à un certain nombre de normes quand on veut, par exemple, répondre à un appel d'offres, etc. Et ça, déjà, ça cache un peu la vision de la RSE. Je trouve ça très dommage. Deuxièmement, on continue de la voir aussi comme quelque chose qui est à côté
de la vie de l'entreprise. Ça, je trouve ça encore plus dommage. Et j'ai vu un chef d'entreprise, un représentant des chefs d'entreprise qui a dit bon, il faut quand même voir que d'abord ce qu'il faut rechercher, c'est l'efficacité de nos entreprises et leurs résultats. Et donc on n'a pas trop de temps en ce moment à s'occuper de ça. Et je trouve que c'est une grave erreur de raisonner comme ça. Ça m'attriste. Parce que la RSE, franchement, on n'a jamais dit que ça coûtait plus que ça rapportait. Hein. Vous êtes bien d'accord. Donc vous avez, voyez, cette vision-là. Et maintenant, au-delà des obligations légales, au-delà des normes qui se mettent en place, etc., ISO ceci, vous avez je pense que l'entreprise peut elle-même exercer une forte autorégulation, c'est-à-dire elle-même se fixer des règles, décider qu'elle va aller plus vite là-dessus, même si c'est pas, même si c'est innovant, même si c'est des choses que les autres font pas, vous voyez, parce que de toute façon, le monde de demain sera un monde dans lequel ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale sera obligatoire. C'est pas la question de savoir si c'est des lois aujourd'hui. C'est la question de s'apercevoir que le monde de demain sera évidemment beaucoup moins consommateur de matières premières, d'énergie, etc. Obligatoirement. Donc on prend de l'avance. Alors ça répond peut-être pas à votre remarque. Voilà. Donc vous allez préciser la question. Je pensais à un outil de promotion, c'est-à-dire que on a classiquement, en termes de transformation sociétale, un problème qui est de véhiculer un message. Et pour ça, des fois, il faut des outils et des méthodes qui aident, y compris les chefs d'entreprise, à prendre conscience que c'est bénéfique aussi pour l'entreprise. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, moi, je suis tombé, hasard et nécessité, sur un référentiel européen d'excellence qui inclut tout ce que vous nous avez présenté. Et qui va au-delà de tous les référentiels de certification, quelque part qui les agglomère, qui les dépasse, qui commence par une auto-évaluation de l'entreprise, etc. Donc il faut créer l'envie, et ensuite s'appuyer sur des outils pour que ça se démultiplie. Je pense que c'est un des gros enjeux quand même aujourd'hui. Bon, j'entends ça, mais je pense simplement, de mon expérience, il y a l'outil... L'outil est moins important que la prise de conscience par rapport à ce que vous dites. Nous en sommes encore, et c'est ce que je voulais dire, on en est encore quand même un problème de prise de conscience. Bonsoir. Juste pour parler du monde de demain, à un moment donné, vous avez dit que les machines, elles ont pris la main-d'œuvre et maintenant elles vont prendre l'intelligence. Et on va faire quoi? C'est une excellente question. Mais replaçons aussi avec la profondeur historique la question que vous posez. Quelqu'un a dit un jour, voyez, ces automobiles, elles vont remplacer les chevaux, les diligences, etc. Alors il y avait une réunion de cochers, de maréchaux ferrants, de forgerons. Ils ont dit, maintenant on va faire quoi? C'est pas une catastrophe. Ça revient un peu à la peur, quoi. Oui, c'est-à-dire ça va transformer. Le problème qu'il y a, c'est que c'est exactement pareil qu'à l'époque où l'automobile est arrivé, c'est-à dire vous ne savez pas quel usage va en être fait. Comme vous ne savez pas quels seront les métiers de demain, mais vous savez ce qui vont disparaître. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, je pense que le conseil, aujourd'hui, vous voyez, je suis en train de réfléchir un petit peu dans un métier que je connais bien là-dessus. Quelles seront les applications de l'intelligence artificielle au métier de banquier, par exemple, au hasard, les conseillers? Ça peut préoccuper. Eh bien, vous voyez qu'aujourd'hui, on a quand même très fortement assimilé dans ce métier comme dans d'autres le conseil avec la vente. L'intelligence artificielle va très certainement permettre de faire de la vente en numérique. On n'aura plus besoin de conseillers pour vendre. Mais on aura toujours besoin de conseillers pour débrouiller toutes les situations qui vont arriver dans leur vie, diverses et variées. Donc je pense, par exemple, qu'on va de métier de conseil-vente à un métier de conseil-service. J'apporte cette réponse. Voilà. Et donc, moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que, bon, alors là, pour en pratiquer, il faut faire très attention à une chose. C'est que vous avez toujours des freins. Par peur, on dit, on va plutôt tout faire pour garder notre modèle. Mais tout faire pour garder le modèle, c'est carrément, au bout d'un moment, c'est du suicide. Les maréchaux ferrants et les forgerons et les cochers qui ont dit, nous, on va continuer comme avant. Vous voyez, ils n'ont pas été bien longtemps, quoi. Par contre, ils n'ont jamais passé le permis. Donc, il y en a toujours qui disent, ben, c'est comme ça, je passe le permis, je me mets la voiture. C'est quand même celui-là qui est gagnant. Très bien.
Oui, bonsoir. Que pensez-vous de l'éclosion de jeunes talents, enthousiasmes, que l'on laisse partir, que l'on forme aussi chez nous et qui vont éclore à l'étranger dans un écosystème moins contraignant et qui contribue finalement aussi à la dévitalisation de notre pays? Alors, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Si vous permettez, je pense qu'il y a quand même une image qui n'est pas la... Je ne pense pas que ce soit la réalité de la France aujourd'hui. Je sais bien qu'il faut que tout soit très mal, et certainement il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il y a plusieurs enquêtes là, qui démontrent que la France est un pays où les créateurs d'entreprises sont vraiment très bien. Le sujet d'ailleurs pour moi, je vais vous choquer, mais c'est un problème différent pour moi. Il se trouve que depuis que j'ai changé de fonction, là, je rencontre beaucoup de start-up. Donc je suis allé à Toulouse, je suis allé à Grenoble, je connais à Paris, tout ça. Bon. À Pau aussi. Et alors, bon, de Toulouse par exemple, il y avait ils avaient déjà 3 étages, mais alors en plein centre-ville, place de la Bourse. Ils sont en train de prendre maintenant 3 autres étages dans la rue à côté. Alors ils sont tout fiers, ils sont complètement entassés là-dedans. Ils me disent on est déjà plus de 130, on sera 260, un truc après. Vous croyez que tout va marcher? Vous croyez que tout va marcher? C'est-à-dire en France aujourd'hui, on soutient à coup de capitaux, parce qu'il y a l'effet de mode dont je disais, puisqu'au lieu de développer l'innovation dans les boîtes, on croit qu'on peut acheter l'innovation des autres, donc on met du capital. Et je suis embêté parce que s'il y a sur YouTube, ils vont me dire ah ouais, t'es en train de nous casser la baraque, alors que je les adore. Mais quand même, il y a un tel appétit pour investir dans les startups qu'aujourd'hui, n'importe quel projet est financé. Je vous prends juste un exemple. Si vous connaissez les plateformes de crowdfunding, vous allez avoir à la fin de l'année en France à peu près 180 plateformes. Vous croyez qu'il y a la place pour 180 plateformes? Donc quand on dit, vous voyez qu'on a l'idée que dans la France c'est de pas ces entrepreneurs, en attendant aujourd'hui, j'ai presque tendance à dire, on les aide même trop pour certains, parce que on fait miroiter du rêve qui se réalisera pas. Moi je les trouve pas malheureux. Ils arrivent quand même à lever des fonds aujourd'hui. Alors je sais, on n'en a pas assez, il faudrait orienter davantage, etc. Bon, d'accord. Tout est peut-être pas rose, mais je ne suis pas sûr. Il y a eu une période où, la période des... comment on appelait ça, les moineaux, là, enfin, voilà, où les jeunes entreprises sont beaucoup plaintes, mais maintenant, elles me semblent un peu plus acceptées. Enfin, bon, chacun son... Tout le monde peut ne pas avoir ce sentiment, mais même en matière de réglementation, en France, on a beau dire, ça bouge pour leur laisser aussi des possibilités d'exercer de nouveaux métiers. Est-ce que l'innovation en entreprise, ce ne serait pas un paradoxe? Parce que quand on reprend le diagramme où il y a 10% de militants, et si on met dans notre programme d'entreprise d'innover, et que ce soit notre objectif, les 10% de militants, et donc ceux qui vont innover, c'est ceux qui vont être contre l'innovation en entreprise. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas un paradoxe de dire que de mettre l'innovation en entreprise dans notre... Excusez-moi, les 10%, là, j'ai pas compris. Dans votre diagramme où il y a 10% de militants, oui. C'est eux qui innovent. Souvent, oui. Parce que c'est eux qui vont à l'encontre, en fait, qui vont en dehors, j'ai envie de dire, des chemins oui, ils sortent du cadre. Décidés. Ils sortent du cadre et ils le font avec oui. Et tout à fait. Et si demain, on dit le chemin, c'est l'innovation, est-ce qu'on n'entre pas dans un paradoxe? Oui, d'accord, je comprends. Non, votre remarque est très juste, mais je n'avais pas compris. Là, je comprends bien ce que vous voulez dire. Non, attendez, vous allez simplement mettre ces 10%-là en avant en leur disant, allez-y, vous avez des idées, poussez-les. Ceux qui n'innovent pas, le sujet, c'est les routiniers dont je parlais tout à l'heure, il faut leur expliquer que c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui innovent, et que ça ne peut pas être tout le monde. Mais après tout, vous l'acceptez bien dans la vie.
Pourquoi dans ce domaine-là, on ne l'accepterait pas aussi? Pourquoi on n'en parlerait pas aussi simplement? Moi, par exemple, je suis très mauvais en sport. Je sais très bien qu'il y a 10% de gens qui arrivent à faire le 100 mètres dans des conditions excellentes. Ce n'est pas mon cas. Et je vis avec depuis 60 ans, ce n'est pas un problème. Donc vous avez des différences. Mais acceptons que là, on a besoin de ce que j'ai appelé les militants pour pousser les projets, que c'est bien. Vous voyez, et parce que je ne comprenais pas votre question parce que j'étais sur l'utilité pour l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise pense qu'il est utile, qu'elle bouge, qu'elle innove, qu'elle trouve des idées, eh bien, il faut évidemment qu'elle soutienne ses militants. Et qu'elle explique aux autres que ce qu'ils font est formidable, comme je l'ai fait tout à l'heure. Les routiniers, c'est très très bien ce que vous faites. Et ce que fait le militant, c'est très bien aussi. L'objectif, c'est en fait de changer les mentalités vers l'innovation dans l'entreprise. Okay. Oui. Mais oui, parce que vous avez quand même quelque chose. Moi, je vois des boîtes qui achètent pour 30 millions, 40 millions, aux États-Unis, je ne parle même pas, c'est par milliards, des innovations qui ont été développées par 8 personnes, alors qu'elles ont 120 000 personnes dans leur rang. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, quand même? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Les mecs, ils veulent innover, alors ils vont dire, donnez-nous 15 000 euros, faire quelque chose. Mais non, occupe-toi de ce que tu fais, quoi. Voilà. Et puis après, on va parce que les gens dans les startups, ils ont une tête, deux bras, deux jambes, comme les gens dans les entreprises. Hein. Voilà, c'est idiot, quoi. Voilà, à mon avis, c'est idiot, mais bon. Et ce changement de mentalité, comment vous l'avez généré dans votre entreprise ou dans vos projets tout ce que j'ai écrit là, c'est un peu ce que j'ai essayé d'appliquer. C'est par présentation, en fait. Pas toujours très vite, mais voilà. D'accord. Ouais. Non, par exemple, quand je suis parti, j'avais plus de bureau. Oh, ça me m'étonne parce que Jean-Yves m'a dit, tu me fous là. Voilà. En général, vous avez des grands plateaux. Ne cherchez pas, c'est pas ici. Et sauf les dirigeants, ils ont toujours des bureaux. Voilà. Donc, il faut. Ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'il faut un peu bousculer, quoi. Il faut bousculer. Il faut que tout le monde voit qu'on a envie de faire autrement. Non, je parle des bureaux. Pourquoi? Parce que les startups, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, dans les startups, jamais vous ne verrez un patron de startup avec un bureau. Il est toujours au milieu de ses équipes, comme ça. Ils sont entassés et tout. Ils bossent comme ça et ils aiment ça. Et donc ça fait partie de l'état d'esprit d'innovation. Vous voyez. Si vous êtes plus sur l'optimisation, vous allez garder les cloisons. Cette dernière question, si vous voulez bien, voilà. J'ai une question à vous poser concernant l'innovation. Donc, je suis désolé, je viens d'arriver, donc je n'ai pas entendu votre beau discours, mais je vois bien à la conclusion que vous arrivez. En fait, l'innovation ne peut pas fonctionner seulement dans les entreprises. L'innovation doit fonctionner, exister dans tous les domaines de la vie. Un entrepreneur qui veut innover, s'il voit que son banquier n'innove pas, s'il voit que, par exemple, à l'école, on n'innove pas, si au théâtre, on n'innove pas, il n'y a pas d'innovation au cinéma, il n'y a pas d'innovation ailleurs, mais ils ne se sentent pas à l'aise. Ils se sentent un électron libre. Ce qui est formidable pour la dernière question, c'est que je peux simplement dire que je suis 1000 fois d'accord. C'est l'ensemble, c'est pas propre à une entreprise, c'est propre aux organisations humaines. Et je pense quand même qu'une des caractéristiques de l'homme, et justement qu'il n'y a peut-être que 10% vraiment de gens qui sont prêts à faire des essais d'innovation, mais nous sommes une espèce qui adore l'innovation. Il y a un spécialiste de la vie des préhistoriques qui s'appelle Pic, tu l'as déjà entendu. Voilà, et Pic, qui est professeur au Collège de France, il explique qu'à une époque, il y avait plusieurs espèces humaines à la surface de la Terre, mais que la seule qui a survécu, c'est celle qui, au lieu de manger tous les fruits là où elle était, et puis finalement de disparaître quand il n'y avait plus de fruits, est allée chercher sur d'autres continents, etc. C'était déjà de l'innovation. Donc c'est une caractéristique de notre espèce, et toutes les organisations sont concernées par ce que j'ai dit là, je pense, y compris les familles. Bien. Je crois qu'on peut applaudir. Donc je voudrais, on nous tous, remercier chaleureusement Jean pour ces moments de partage, d'enthousiasme, qui visent aussi à casser un peu les codes. J'espère seulement que vous ne sortirez pas indemne de cette soirée, que quelque part une petite
petite flamme va briller et elle est sûre vous faire découvrir les chemins d'innovation au quotidien, comme ça a été dit, pour l'innovation dans le grand groupe. Et je crois qu'au travers de votre rapport, votre témoignage, je crois que ça nous enrichit tous aussi dans nos fonctionnements, dans nos entreprises, mais pas que, dans notre vie au quotidien. Donc merci encore. Et puis je vous invite à partager encore un moment de convivialité tous ensemble. On va pouvoir prolonger les échanges, bien sûr, et puis les expériences sans doute. Voilà, une belle soirée et puis un bon retour chez vous. Merci encore. Au revoir.